Et bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de La Horde Sauvage, votre podcast cinéma préféré, parce que pourquoi pas après tout. Nous sommes de retour avec l'équipe habituelle, c'est Bertrand qui vous parle. J'ai autour de moi mes braves et vaillants camarades, Quentin en face de moi. Eh oui, bonjour. Je suis là toujours présent. Bonjour Quentin. Bonjour. David à son côté, bonjour David. Salut Bertrand, salut Quentin. Et à côté de moi, Michael. Bonjour Michael. Bonjour tout Michael. Le monde. Bonjour Michael. Voilà, ils sont disciplinés, ça fait plaisir à voir. Donc nous nous retrouvons pour cette deuxième partie sur le podcast consacré aux films comprenant des animaux, des animaux, des bestioles, des poilus. Des bêtes. Des bêtes. Voilà, donc au programme de cet épisode-ci, nous allons retrouver nos jeunes camarades Quentin et Michael qui vont nous proposer à tour de rôle. Alors moi je vais commencer par l'ours de Jean-Jacques Hano. Le fameux, et Michael clôturera la session avec... un film Disney, Togo, de Erikson Core. Voilà. Ouais, tu as pris la voix de l'inconnu un peu. Et on verra si c'était pour le bien ou le mal. Ce sera dans... Pas tout de suite, puisque d'abord il y a moi. Ouais. Et d'abord, il y a moi avec l'ours. Tatatin, oh, c'est parti. Eh bien voilà, nous y sommes. Il est temps de parler de l'ours de Jean-Jacques Hano. Je suis content déjà d'être parmi vous les copains, déjà comme d'hab. Et je suis content de parler de l'ours pour deux raisons. Parce que j'aime bien l'ours et parce que j'aime bien Jean-Jacques Hano. Voilà. Et du coup, ça permet de parler des deux. Donc c'est cool. Et là, il y a un chat. Tu me déranges pas, hein? Bon. Alors... Bon, on va commencer à me connaître, les gens qui nous écoutent peut-être aussi un peu, mais vous les copains autour de la table, s'il peut y avoir un peu de montagne à un moment, je suis pas mécontent. Oui, J'y ai pensé, j'y ai tellement pensé. J'étais content là. Alors déjà au revisionnage, puis même déjà au visionnage premier du nom, quand je l'avais découvert il y a quelques années, et c'est mon 3e ou 4e là. C'est bon, Oui, elle s'installe, je crois qu'elle va nous foutre la paix. Elle va nous foutre la paix, c'est beau. On parle toujours du chat, hein, pour ceux qui nous bien écoutent. Bien sûr, voilà, il y a un chat qui... c'est le 5e larron. Ou la 5e larronne, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais bref, donc l'ours, revenons-en à nos ours. Revenons à nos nounours. Exactement. Donc là il y a de la montagne, je suis bien content, donc voilà, c'est tout. J'ai pas ce truc ça. Je suis content, il y a de la montagne. Il y a un peu de neige à la fin aussi. En plus à la fin il y a de la neige, j'étais sur un petit paradis. Et en fait le choix du film m'a paru assez évident très vite, même s'il y avait pas mal d'autres choses. Alors j'ai pas une liste à faire ou quoi que ce soit, mais des films d'animaux, c'est un thème qui me parlait bien. J'aime bien les animaux, j'aime bien des films avec des animaux, avec des chiens, des choses comme ça. J'aime bien les chiens, mais je me suis dit putain l'ours, Hano, allez let's go, trop content. Je vais faire d'abord un petit point pitch et puis après on va se lancer un peu plus dans le détail du projet en lui-même. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'ours c'est un film français qui est sorti en 88. Et qui raconte l'histoire d'un ourson qui se retrouve orphelin au début du film. C'est un spoiler. Alors oui, on va spoiler les films. Mais là, en l'occurrence, c'est un spoiler de 3 minutes de film. Donc c'est le principe du film. Oui, il est connement orphelin, oui. Oui, la maman est en train de chercher du miel pour elle et pour son petit et hop, effondrement d'une grosse caillasse, hop sur la tête et plus de maman. Voilà, c'est très... alors je dis ça un peu de manière rigolote, mais c'est assez triste. Oui, c'est moins fandard dans le film. C'est pas fandard dans le film, effectivement. Donc ce petit ourson se retrouve orphelin et donc il va se mettre à errer seul dans les montagnes. Les montagnes canadiennes, c'est les Rocheuses canadiennes, il me semble. Donc on est... Une question de la Colombie-Britannique, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai été bête, j'ai passé tout le long à me dire, faudrait que j'aille voir si c'est bien
au Canada. Mais il me semble que c'est le... Tout ce qu'il a à vous dire, c'est des montagnes, c'est joli. Oui, il y a un peu de ça quand même. Mais il me semble bien qu'on est sur le nord des États-Unis, frontière canadienne. Après, à l'époque, c'était pas les mêmes frontières. Mais donc, il va errer seul, ce petit ourson, jusqu'à rencontrer un ours adulte, un mâle dans la fleur de l'âge qui vit seul et sans attache, et qui du coup va se mettre à devoir accepter la présence de ce petit ourson qui tout seul se met à le suivre en fait, voilà. Et ensemble ils vont créer une espèce de lien, tout en tentant de ne pas se faire plomber, parce qu'en fait il y a des trappeurs qui sévissent dans les environs, qui viennent d'arriver, on les voit apparaître en début de film. Et donc voilà, c'est un espèce de voilà. En gros le pitch est assez simple, j'ai pas grand chose à dire de plus là, voilà. Je vais faire tout de suite un petit point sur le casting, parce que je savais pas où le caler ailleurs dans mon explication, pour être sincère. On va le faire tout de suite. Donc on a au final 3 acteurs humains, dont un principal on va dire, et 2 acteurs ours. On a Tchéky Karyo qui joue le rôle principal chez les humains, qui joue Tom, donc acteur français, légende du cinéma français, qui a eu un grand succès international. On pleure sa mort récente puisqu'il est décédé. Oui, c'est arrivé il y a quelque temps, oui. En octobre dernier de mémoire. Donc voilà. Mais c'était un acteur que j'aimais vraiment énormément. Et qui a une filmographie assez intéressante parce qu'il était il a fait plein de choses, ouais, il était je crois qu'il portait quatre langues il me semble, anglais, français, il me semble qu'il devait y avoir l'allemand et le turc, quelque chose comme ça. Donc il a joué dans plein de pays parce que ça lui a permis de lui ouvrir beaucoup de portes. Et donc entre autres il a une filmographie américaine pas dégueu. Il a joué dans Crying Freeman Christophe Gans du coup, français mais projet américain. The Patriot, le premier Bad Boys, et sinon en France Amélie Poulain, Dogman, mais il y a plein d'autres choses. Je vais pas faire une liste complète, mais Tchéky Karyo, on l'a vu aussi chez Besson dans Nikita. Il était dans Amélie Poulain, Tchéky Karyo. Je crois que c'est le gars qui s'occupe de la. Non, ça c'est. Si, il est dedans parce que je l'avais vu dans sa filmo. Retourne vérifier si tu veux. Je sais plus qui joue exactement. Je le revois dans L'on dit manche de fiançailles, effectivement. Oui, tout à fait. Non, mais je crois pas m'être trompé, hein, mais voilà. Oui, mais je dis pas ça, c'est juste que je le revois pas. Pour les plus jeunes qui nous suivent, Tchéky Karyo, on l'avait aussi dans le film de Les Nuls. La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, merci. Donc ça, c'est pas les plus jeunes qui vont connaître ça, mais par contre les plus jeunes vont connaître le combien. Voilà, c'est lui. Ce même là, c'est Tchéky Karyo. Voilà, pour les plus jeunes qui connaissent pas ce gars-là, c'est lui. Voilà. Oui, voilà. Bon, après, ce serait dommage de le résumer à ça, mais c'est vrai que ça va lui survivre. Ça va lui survivre. Voilà. Après, à côté de ça, donc bon, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que j'adore Tchéky Karyo et que je suis toujours content de le voir. Et en plus, dans ce film-là, je trouve que c'est un de ses rôles les plus marquants, les plus intéressants, les plus touchants. Il fonctionne vraiment très bien. Du coup, avec lui, on a Jack Wallace parce que du coup, alors j'y reviendrai plus tard, mais le projet a été une production canadienne, américaine et française. Donc le film a été tourné en anglais à l'origine. Donc en dehors de Tchéky Karyo, les autres acteurs, on a Jack Wallace qui est un acteur américain. Ou en tout cas anglophone, je sais pas s'il est américain, j'avoue, qui joue Bill, le deuxième trappeur qu'on a vu dans Boogie Night entre autres, voilà. C'est une autre ambiance. Oui, voilà. Après il y a des gens qui baisent, mais c'est des humains cette fois-ci. Ouais. Spoiler, dans l'ours, c'est des ours qui baisent. Voilà. Super. Voilà. Alors c'est pas Tchéky Karyo, c'est Tike Olgado qui est présent au générique de... Ah merde, je sais pas dans quel... Peut-être que j'ai vu Jeunet et que mon cerveau il s'est dit Amélie Poulain. Ou alors, mais j'ai souvenir d'avoir vu Amélie dans une liste de films et je me suis dit, ah ouais, ça... du coup, mon mauvais, désolé. Non, en tout cas, il est... Oui, c'est my bad. Oui, j'ai compris. Je vais croiser les informations au fil du truc, t'inquiète. Pardon. C'est le fil rouge. Merci beaucoup le fact-checker. Donc je disais Jack Wallace qui a pas une grande filmographie mais on l'a vu entre autres dans Boogie Night et enfin on a André Lacombe qui joue le troisième chasseur qui n'a même pas un seul dialogue à part des cris pour les chiens parce qu'il amène les chiens. Il amène les chiens, ouais, d'ailleurs c'est son nom pas au générique mais le maître chien. Ouais, c'est sur la liste des rôles, c'est genre le trappeur au chien ou l'homme au chien. Voilà. C'était un acteur de téléfilm et de séries assez prolifique dans les années 60 à 2000 on va dire.
pas grand chose de plus à dire sur ce monsieur André Lacombe, à part que il est présent, il fait de présence. Et ensuite on a les deux stars, on a les fameux, surtout les deux stars ours, Bart et Youk. Bart, l'ours mâle adulte, qui appartenait au dresseur Doug Seuss, dont le nom reviendra un peu plus tard dans cette petite chronique, qui était du coup un ours acteur et qui a eu pas mal de rôles dans les années 90. Il aura joué dans le Cro-Blanc de 91, dans Légende d'automne de Edward Zwick, dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. Il joue dans l'Armée des 12 singes et enfin il joue dans L'Incroyable Voyage aussi. Un film que j'ai découvert pour l'occasion. C'était pas mal du tout, ce petit truc. Je sais pas si ça vous parle, ce que c'est que L'Incroyable Voyage. C'est un petit film production Buena Vista Disney années 90 là. C'est un film où les animaux parlent et donc ils veulent retrouver leur maître et ils s'en vont dans la nature et voilà. Et ce qui est assez fun, c'est que le film est sorti en 93, quelques mois après la sortie de Visiteurs, et donc à la voix c'était Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier qui faisaient les voix des trois animaux. Et en vrai sur le coup je me suis dit ça va être une anomalie un peu bizarre, et ben en fait c'est vachement sympa. Voilà, c'est très touchant, c'est plutôt bien filmé et je trouve ça, j'y reviendrai, dans ce film là, dans l'ours il y a beaucoup de ça, mais je trouve que jouer avec des vrais acteurs animaux, ça fonctionne quand c'est bien utilisé, que c'est genre vraiment où tu y crois. Je trouve ça vraiment vraiment très cool. Donc voilà, et donc dedans il y a l'ours Bart qui apparaît de nouveau. Et enfin dans l'ours on a aussi Youk, la douce qui a été renommée comme ça pendant le tournage, que n'a pas eu de carrière d'acteur ou d'actrice spécialement. Ça a été un ourson qui ensuite a été dans des zoos et ou des réserves naturelles, parce qu'en fait ils ont utilisé une douzaine d'oursons différents pour le tournage, donc certains ont été envoyés dans des réserves, d'autres dans des zoos. Ça a été ils ont pris soin des animaux autant qu'ils ont pu. Donc voilà, on a 3 acteurs dans le regretté Tchéky Cario, on a deux ours stars, on a des montagnes, on a des rivières, on a des fleurs. Moi je suis heureux comme ça, et ça aurait pu être le scénario d'un film d'animation, hein, surtout la partie animaux, montagnes, fleurs, tout ça. On est même pas si loin que ça d'une version sans fantastique de Frères des ours. Remember Michael. Le Vietnam qui remonte. Le Vietnam. Mais non, elle était très bien ta chronique. On a peut-être 2-3 petites images un peu traumatiques en plus pour un film d'animation mignon de Disney, mais non. Mais non, le film a été tourné en vrai, tout est réel, à quelques exceptions près, mais voilà, parce que voilà, évidemment, ça reste du cinéma, tout est truqué. Il y a eu beaucoup de doublures, beaucoup de triches dans le montage pour créer des scènes entre les animaux et les humains, enfin avec les humains ou sans les humains, et où ils étaient pas forcément ensemble sur le plateau pour des raisons évidentes de sécurité. Le tournage n'a pas eu lieu dans les Rocheuses canadiennes. Du coup, c'était bien les Rocheuses canadiennes ? Oui, tout à fait, oui. Merci. Mais en Allemagne, en Italie, en Autriche, dans les Alpes, en gros. Mais ce que j'aime particulièrement, et que je vais y revenir plus tard, c'est que le film fait vrai. Je trouve que c'est dingue comment on y croit à cette histoire, à ces animaux et à leurs performances incroyables, qui ont demandé 4 ans de travail aux dresseurs. Et là, Mickaël me regarde avec des gros yeux. 4 ans de travail, et ben mon effet fonctionne parfaitement parce que petit retour en arrière. Tout commence. Comment ça, un réalisateur a pu lancer un projet où on a proposé à que des animaux soient les acteurs principaux du film et que ça demande 4 ans de dressage et qu'on autorise un tel projet aussi fou? Comment c'est possible? Eh ben parce que c'est Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, donc, est né en 43. Il se passionne très jeune pour le cinéma, par le biais de René Clément, qu'on a cité tout à l'heure, il me semble, tout à l'heure, mon cher Bertrand. Oui, tout à fait. Tout à l'heure pour nous, mais il y a 3 semaines pour vous, mes chers auditeurs. Donc il adore le travail de René Clément, il va se passionner pour le cinéma assez jeune, mais pas que. Il va faire un bac spécialisé en langue latine. Et dès la fin du bac, il va enchaîner l'école Louis Lumière et ensuite l'Institut des hautes études cinématographiques, deux écoles prestigieuses dont il finit major. Voilà. À noter au cas où que c'est pas un fils de. Alors. Non, pas le mot, pas l'insulte, hein, bien sûr, mais dans le sens où il n'est pas du milieu, on va dire, du cinéma. Son père était cheminot. Il n'est pas du sérail, comme on dit. Ah, je ne connais pas cette expression. Il est plutôt du rail, donc, du coup.
Si son père était cheminot. Ah ouais, complètement. Et sa mère était secrétaire dans une grosse boîte. Ah, le chat est toujours en boule. Bertrand. Oui, le Bertrand s'est réveillé. Il est également diplômé d'histoire à la Sorbonne pour compléter le tableau parce qu'il a fait ça à côté. Et voilà, ce qui semble être une évidence quand on regarde sa filmographie aujourd'hui, parce que 95% de sa filmo sont des films qui se passent dans le passé. Là, sa passion pour l'histoire et son goût de l'histoire. Oui, voilà, pour resituer, Jean-Jacques Hano, c'est des titres comme La guerre du feu. Oui. Le nom de la rose. Le nom de la rose. Voilà, ils vont arriver. Ils vont arriver, mon cher. Oui, bien sûr. Ils vont m'arriver. Oui, ils vont arriver. Complète avec les années. Casting, pitch. Oui, tout à fait. Il va commencer par de la pub. Il va en tourner plus de 400 dans les années 60. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, même encore aujourd'hui, bien sûr, de commencer par la pub. Et il va se faire repérer par un certain Truffaut, dont on a parlé dans l'émission avec David pour le Hitchcock. Et donc ce certain Truffaut va le voir en compétition pas mal de fois, le jeune Jean-Jacques Hano, et va au final le mettre en contact avec un certain Claude Berry pour l'aider à réaliser son premier long métrage, ce qui se fera au final. Le film sortira en 76, un film qui s'appelle La Victoire en chantant. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait Jean-Jacques Hano a fait son service militaire en Afrique, et donc il situera l'intrigue de son premier film en Afrique justement. Il se nourrira de ce qu'il a vu là-bas pour faire ce film, une espèce de film anticolonialiste, une espèce de parodie, c'est à la fois une comédie. C'est un film assez étrange, au rythme assez étrange, et avec un ton aussi qui est compliqué. Personnellement, j'ai eu du mal. Je sais que David, tu l'as vu pour l'occasion, et toi, il me semble aussi que tu as eu du mal. La Victoire en chantant, ouais, on est quand même assez loin de. Déjà, le film ressemble assez peu à Hano, je trouve. Hein. Et puis, alors, il est pas mal foutu ni rien, mais c'est juste que ce qu'il raconte m'a pas franchement passionné. Ça mène pas à grand chose. Ouais, c'est pas un grand film. Il y en a qui débutent avec des premières œuvres marquantes. Bon, lui, c'est pas son cas. C'est la suite qui sera plus intéressante. Oui, effectivement. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Mais pourtant. Néanmoins, exactement. Oui, je sais. Mais pourtant, je sais ce que tu veux dire. Aura un grand écho. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Hano qui en parlait. Il a été surpris en fait de voir que le film a très peu marché dans les pays colonialistes. Donc en France en l'occurrence, mais dans des pays comme les États-Unis par exemple, qui ont été des pays colonisés, même si bon, ça c'est un débat. Voilà. Oui. Mais en l'occurrence, à la base c'est une ancienne colonie, effectivement. C'est ça. En l'occurrence, le film a beaucoup marché dans ce genre de pays-là, et aux États-Unis il a tellement marché qu'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 77 du coup, si on est logique. Ce qui donnera tout de suite une légitimité à ce certain Jean-Jacques Hano. Il va se faire, on va lui proposer pas mal de projets assez vite, entre autres un scénario de Francis Weber qu'il réalisera juste après, un film qui s'appelle Coup de tête, sorti en 78 si mes souvenirs sont bons, 79 pardon, une comédie contemporaine, l'un des seuls films contemporains qu'il aura fait de toute sa carrière, avec le regretté et génialissime Patrick Devers, qui deviendra au final un classique avec le temps, malgré un succès plutôt timide à sa sortie. Je vous invite à voir Coup de tête. Là, on est sur un coup de maître. Voilà. C'est beau, ça. Et oui, en plus, je l'improvise, c'était pas écrit. Mais surtout, là, on va arriver dans ce qui nous intéresse vraiment, c'est que alors même si c'est un semi-succès, il va pouvoir continuer à faire un peu des projets Hano, et puis surtout, il va avoir carte blanche avec Claude Berry, qui va commencer à lui faire vraiment confiance pour faire un projet, bref, de son film suivant, La Guerre du Feu, un film ô combien unique dans l'histoire du cinéma français, un film ambitieux, un film coûteux, un film qui se déroule au Paléolithique, où on engage un linguiste pour créer la langue, parce qu'on se dit qu'on va pas le tourner ni en français, ni en anglais, ni rien, parce que le film a une production canadienne. Mais le film n'est ni tourné en français ni en anglais, il est tourné dans une langue inventée pour l'occasion par ni plus ni moins que Anthony Burgess, auteur de Orange Mécanique. Donc du coup on a La boucle est bouclée. Voilà, dont on a parlé dans La Horde Sauvage il y a quelques émissions de ça. Donc voilà, ce fameux Anthony Burgess va créer une langue primitive. Voilà, on a Druyer pour l'affiche du film, La Guerre du Feu, pas rien non plus. Non, c'est clair. Voilà, et puis bah boum quoi.
film complètement fou que je vous invite aussi à regarder. On commence à rentrer dans le gros de ce qui est intéressant dans la filmo de Jean-Jacques Hano. Gros succès au rendez-vous, 7 millions d'entrées, box-office qui double le budget et finalement César du meilleur film et meilleur réalisateur et aussi Oscar des meilleurs maquillages. Voilà, Guerre du Feu, 81, on est en 81 quand ça sort, et là, en fait, Jean-Jacques Hano, il a fait un film complètement fou, qui a tout raflé, et qui a eu un succès français global. Là, en fait, il est là, je peux faire ce que je veux, en fait. C'est ce qu'il va faire. Il va faire un peu ce qu'il veut, là. Là, il va faire un peu ce qu'il veut parce que il y a son scénariste, Gérard Brache, avec qui je vais devoir faire une petite virgule pour dire qui est Gérard Brache, même si on en reparlera certainement bientôt. On en reparlera, oui. On en reparlera, puisque c'est le scénariste, un des scénaristes historiques de Jean-Jacques Hano, avec qui il a fait La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, L'Amant et aussi L'Ours, mais c'est aussi un des scénaristes historiques de Polanski. Ils feront ensemble Le Locataire, Le Bal des Vampires, Tess, Pirate, Frantic et d'autres, il me semble. Oui, il y a 8 ou 9 films, je crois. Ouais, voilà. Et mais il bossera avec pas mal de gens, que ce soit en France ou à l'étranger. Il bossera avec Yann Kounen. Pas pour son meilleur pour Blueberry, voilà. Mais il bossera aussi avec Bertrand Blier, avec Roland Joffé, avec Dario Argento. Tout à fait. Pas sur le meilleur non plus, d'ailleurs. Mais... Ouais, il fait le Fantôme de l'Opéra, je crois. C'est ça, de 98. Qui est assez calamiteux. Il bossera avec Claude Berry sur le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources, ou encore sur Andrei Konchalovsky, dont on avait parlé dans le fameux Runaway Train qui avait tant divisé à l'époque, puisqu'il fera le scénario de Maria's Lovers, son succès qu'il avait rendu connu à Cannes. Voilà. Bref, pas un manchot. Et donc il bosse avec lui depuis quelques temps. Et là, Gérard Brache va lui proposer de lire le roman The Grizzly King, un roman sorti en 1916 de James Oliver Curwood, qui ce fameux monsieur était une des références de la littérature du Grand Nord, avec Jack London, auteur de Cro-Blanc et de L'Appel de la Forêt, le fameux James Oliver Curwood faisait lui aussi des récits traitant de la nature sauvage du nord-américaine. Et donc ça raconte l'histoire de The Grizzly King, c'est l'histoire de l'ours, quoi. Donc j'ai pas besoin de faire le synopsis. Et il est chaud. Jean-Jacques Hano est chaud. Et donc il se dit on va faire ça. On va faire un film avec des ours, des vrais ours. On va entraîner des vrais ours. On va faire ça. Et Claude Berry, il voit le projet, il fait OK. Vas-y, tu fais ce que tu veux. Je te laisse le budget que tu veux. C'est le roi du pétrole à ce moment-là. Il fait vraiment ce qu'il veut. C'est un truc de fou. Et donc ce qui va se passer, c'est que ils vont commencer à programmer ça, ils vont rencontrer les différents dresseurs et ils vont leur donner les instructions autour de l'année 1983 pour préparer le projet. Et il est au courant qu'il y en a pour des années de dressage et des années d'attente pour trouver les bons lieux, pour pouvoir concrétiser ce tournage. Donc pour attendre les quelques années qui vont passer, il va s'occuper en faisant un petit projet américain qu'on lui a proposé à Jean-Jacques Hano. Il va aller faire Le Nom de la Rose, qui sortira en 86. Un petit film, un thriller d'enquête médiévale devenu finalement culte, avec Sean Connery, Christian Slater ou encore Ron Perlman qu'on avait déjà vu dans La Guerre du Feu. Oui. Là aussi devenu un grand classique, avec un grand succès au box-office mondial. 77 millions à l'époque, c'est pas mal du tout. 5 millions d'entrées en France. Jean-Jacques Hano, ça se passe bien à ce moment-là. Et donc là, on arrive autour de 87 et on peut concrétiser ce qui est donc ce projet assez fou qu'est L'Ours, un film au principe si ambitieux et si libre qu'Hano a pu se permettre d'attendre plusieurs années pour que ses acteurs soient prêts. Voilà, finalement le tournage aura lieu en 87 et contrairement à tout ce qu'on pourrait attendre d'une telle folie, tout se passera bien. Le tournage se passe bien, pas de blessés, pas de problème globalement. Alors des risques étaient inévitables mais aucune blessure importante, rien de particulier à noter. Le tournage s'est bien passé, étonnamment bien passé même, c'est assez fou, autant le noter quand même. Et donc le film sort en 88 dans les salles et c'est un succès retentissant. 9 millions d'entrées, un nouveau César de la meilleure mise en scène pour Hano et César aussi du meilleur montage. Donc voilà, tout va bien à ce moment-là. Alors je vais pas revenir sur le reste de sa filmo, mais allez vous renseigner. Il a fait aussi Stalingrad, qui est très bien, Stalingrad. 7 ans au Tibet pour les titres les plus connus, et puis pas mal d'autres choses. Plus récemment, il a fait le film sur Notre-Dame brûle, là, le film sur l'incendie. Puis quelques petits films plus mineurs. Il y a Deux frères qui est très sympathique aussi, autre film avec des animaux, avec des tigres. Il aime bien les films avec les animaux, il en aura fait 3 en tout dans sa filmographie, puisqu'on a L'Ours, Deux frères et Le Dernier Loup, film chinois. Voilà, partie film à faire. Oui, c'est un film chinois, c'est acteur chinois et tout, filmographie assez folle, c'est un cinéaste assez intéressant, je trouve.
Mais donc voilà en gros le projet. Et donc pourquoi c'est bien l'ours, parce qu'en fait oui j'aime bien, je l'ai déjà dit, mais voilà, vous attendez vraiment à ce que je dise autre chose? Non, j'adore ce film, c'est incroyable évidemment, et donc je vais essayer de m'exprimer un peu sur pourquoi j'aime bien ce film. Déjà j'aime les contes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, hein. Moi j'aime bien les histoires un peu pures, un peu simples, un peu grossières, avec des gros traits, et des personnages forts et marqués. Et là on est vraiment là-dedans, hein. Vraiment on est sur un espèce de conte. Et aussi j'aime le cinéma concret. Ce que je veux dire par le cinéma concret, c'est le cinéma où on a l'impression on croit à ce qu'on voit, et ce qu'on voit semble palpable. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans ce film-là. C'est difficile de savoir par où commencer. Peut-être par les décors. Voilà, je vais peut-être commencer par ça. Les décors sont somptueux et la mise en scène splendide, c'est vraiment deux synonymes, mais bon c'est pas grave, qui nous plonge au plus profond de la nature tout en prenant le temps de s'éloigner pour nous montrer toute la splendeur et son immensité. On a beaucoup de moments, contrairement, je me souviens quand on avait parlé du film Bertrand je te regarde, le film avec Bourvil et Les Grandes Gueules, merci, oui. Où j'avais reproché un peu au film d'avoir un environnement, parce que c'était film montagneux, si mes souvenirs sont bons. C'était la montagne, oui. C'était film montagneux, on avait un bel environnement, mais qui était rarement mis en lumière. On avait peu de plans d'ensemble, on était souvent enfermés et tout, ce qui n'était pas un défaut en lui-même, c'est juste... on était dans une forêt, donc ça enferme déjà d'office, oui. Voilà, là, dans l'ours, on a quand même des plans d'environnement qui sont assez marqués très souvent, et c'est vraiment un bonheur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, rien que l'ambiance est folle. Voilà, dans cette histoire, le monde il est immense, il est sans limite, et pourtant on ne suit que quelques personnages. On a l'impression que le monde ailleurs n'existe pas. On sait par le biais des hommes qu'ils peuvent atteindre cet endroit-là, puisqu'on en voit, mais on sait aussi que le trajet pour venir là est super loin. La civilisation a l'air d'être extrêmement éloignée, donc l'être humain, en dehors de ces 3 trappeurs, n'existe quasiment pas. Donc on est vraiment sur la nature la plus profonde. En plus ça se passe dans le passé, il y a un côté un peu dépaysant. C'est quelque chose qui, moi, en termes d'ambiance et de décor, me plaît énormément. Le tout est magnifié par la musique de Philippe Sard, qui a fait du coup aussi celle du chat, comme le disait mon cher Bertrand dans l'émission précédente. Mais voilà, je vais pas faire la liste, hein, mais juste Philippe Sard, c'est un gars avec beaucoup de grands réalisateurs français, Boisset, Corneau, Sautet, Tavernier, Costa Gavras, pour ceux que j'ai notés. Polanski aussi. Polanski aussi, voilà. La musique dans l'ours, c'est à la fois discrète et puissante lorsqu'elle prend place, mais elle est pas tout le temps là. C'est pour ça que je trouve qu'elle est assez discrète, et c'est ce que j'aime bien. Mais par contre, quand elle arrive dans des moments où elle est présente et utile, elle prend une place très importante, et je trouve qu'elle est magnifique. Alors c'est con, mais le générique de fin, la musique est extrêmement puissante pendant. Je trouve que le générique est très plaisant à regarder une fois le film terminé. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Vraiment, la musique de l'ours est magnifique. Et en plus de ça, on a un autre grand Philippe. En plus de Philippe Sard, on a Philippe Rousselot, directeur photo, 3 fois césarisé, dont un pour La Reine Margot, hein, rien que ça, un film qui est un peu pas dégueu visuellement. Non, visuellement, La Reine Margot, c'est quelque chose. Oui, voilà. Ça, c'est clair. Ça, impressionnant. Et qui a été aussi oscarisé pour Et au milieu coule une rivière, parce que ce fameux monsieur Philippe Rousselot a pas travaillé qu'en France, il a travaillé aussi avec des gars comme Guy Ritchie pour la série des Sherlock Holmes. Il a fait la photo de Nice Guys, de Big Fish, de La Forêt d'Émeraude de Boorman. Merci David. C'est pas lui, Entretien avec un vampire? Aussi, je l'avais noté au début, mais j'avais pas mis de majuscule. C'est pas rigolo, lui, hein. Ah ouais. C'est pas rigolo, hein, ça va, hein. Ouais, voilà. Donc belle équipe, fine équipe, qui, je trouve, est mis en lumière magnifiquement dans ce film-là, parce que vraiment, la photo est splendide. C'est très beau. Le film est incroyable tout le temps, c'est tellement beau, la musique est incroyable. Moi, c'est un film qui, rien que pour son environnement et ce qu'il nous montre à l'écran, je suis déjà conquis, complètement. En plus de ça, le film a eu un César pour le montage, ce que je trouve particulièrement mérité, vu comment le film est souvent très malin, très efficace. Alors là, j'ai 2 ou 3 petits exemples de plans, donc je vais vous demander de vous souvenir. Par exemple, découverte des chasseurs. Au tout début du film, après le décès de la mère de l'ourson, et que il
Michael ferme les yeux, il imagine. Donc l'ourson se balade, voilà, et au bout d'un moment, il s'endort sur un flanc de falaise, et c'est la nuit, la caméra s'éloigne du petit ourson qui est sur ce flanc de falaise, et se décale un peu sur le côté. Et maintenant qu'on a vu 5-10 minutes de film avec l'ourson qui est toute seule et tout, et qui fait ses petites aventures et tout, on a la musique qui devient un peu plus sombre, il fait nuit, la caméra s'éloigne du petit ourson, se décale sur le côté, il me semble que c'est sur le côté gauche, et ensuite zoom au milieu de la nuit, il y a un point lumineux. Et donc ça zoome dessus avec cette musique un peu oppressante, un peu stressante. Et donc on découvre là la menace. La menace qui est, hop, plan suivant, on voit un plan sur un homme mais qui est de dos. On voit juste un bout de son corps où on voit son coude et il a clairement quelque chose dans la main, genre un couteau, et il est assis sur une peau. Ensuite, on voit un plan de cette fameuse peau avec la tête d'un ours, puisque du coup, ce sont des trappeurs qui ont récupéré des peaux d'ours. On voit des plans de couteau, on voit des plans où il détache la peau du corps d'un ours. Il le dépouille. Voilà, il le dépouille, merci. De dépouillement. En ces temps d'élection. Putain, j'allais la faire. J'allais tellement la faire. Pardon. Bref, donc avant de voir leur visage et même de les entendre parler, puisqu'ils ne parlent pas du tout de la scène, on voit peau, couteau, fusil avec des gravures d'ours. On a une scène qui, sans un mot, arrive à parler avec grande efficacité, et ça se termine par le personnage de Tchéky Karyo qui vise la lune avec son fusil. On voit la mire de son fusil au centre de l'écran, et hop, plan suivant, le soleil qui se lève, comme si l'humanité avait le pouvoir d'être tellement puissant que de tuer, pas forcément tuer la nuit, mais d'avoir un pouvoir sur des espèces de forces immuables comme la nuit. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de symbole qui tout de suite il maîtrise la nature. Voilà, de maîtrisation, j'allais dire, de maîtrise tout court. Maîtrisation, les gens auraient compris quand même. Hein. C'est vrai. Oui, mais c'est pas beau, puis ça existe pas. C'est vrai, merci David. Ils auraient compris. Alain Rey, rends-toi. Tu sais ce qu'il dit, Alain Rey ? Voilà, je trouve que, comme souvent dans le film, ça arrive très souvent que la mise en scène et le montage soient très parlants et très malins. Et c'est comme ça souvent. On a aussi plus tard une scène où il tue un cerf. Les deux ours, l'ourson, enfin c'est surtout l'ours mâle qui tue le cerf. Et donc ils mangent, ils sont bien contents. Ils mangent leur cerf et ensuite ils s'endorment à ses pieds. Et un peu, donc là on a entre deux, on a une séquence avec les humains et on revient sur les ours, mais ça commence d'abord par un plan sur un petit oiseau posé sur une branche, qui est tout mignon. Il a un petit chant, c'est tout mignon. On est en fin d'après-midi, du coup, c'est le petit chant d'oiseau et tout. Et là, hop, petit dézoom, et en fait, c'est pas une branche, c'est les bois du cerf. Et le cerf, il est charcuté. Et donc, on a les deux prédateurs, parce que du coup, il s'agit vraiment de prédateurs, évidemment. Mais je veux dire, dans le film, ils sont adorables, ces petits ours. Donc voilà, rappel, ce sont deux prédateurs qui tuent avec carnage, avec violence. Il y a du sang partout, et pourtant on a ce petit oiseau. Il y a une espèce de mélange entre la beauté de la nature et la violence qui se dégage de cet environnement. Je trouve qu'il y a une beauté poétique un peu qui se dégage de ça, et la mise en scène très simple aide parfaitement à ça. Voilà, j'aime beaucoup la mise en scène de ces 2-3 petits exemples comme ci comme ça, mais c'est quelque chose de très parlant pour moi. On a un sens de la mise en scène que je trouve particulièrement intéressant, parce que voilà, parfois c'est discret comme je viens de le dire, mais bien souvent c'est beaucoup plus frontal et puissant. On a quand même, parce que voilà, pour en venir vraiment à ce que je voulais dire, le film est rempli de plans à couper le souffle, je trouve en tout cas, où on se dit mais merde, comment ils ont tourné ça, que ce soit en termes de dangerosité, mais aussi de simple jeu d'acteur de la part d'animaux, tout simplement. Je trouve ça fou. Il y a une notion d'émotion que j'arrive pas à expliquer, juste que je ressens en voyant ça, parce que oui, c'est ça le cœur du film. C'est ce genre de plan là, c'est la tristesse de l'ourson au pied de sa mère morte au début du film, c'est sa poursuite adorable avec des grenouilles. Cette séquence là est incroyable. D'ailleurs, je vais faire une virgule pour mettre l'anecdote maintenant parce que elle est folle. Le dresseur de grenouilles, c'est ça? Non, il y a pas eu de dresseur. Mince. Non, en fait, ils se sont dit on va faire une petite séquence où l'ourson il va poursuivre des grenouilles. Ça va être mignon, ça va être marrant. Sauf que jamais ils vont réussir à tourner ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va engager les mêmes gars qui vont s'occuper des séquences de rêve, dont je reviendrai plus tard dans le film, l'équipe de Jim Henson. Parce que c'est Jim Henson qui s'en est occupé, donc les gars des Muppet Show, voilà, qui sont venus pour faire ces séquences-là. Et ces équipes-là ont créé un costume pour mettre à un chien d'ourson.
Et ils ont créé des mini grenouilles activables à distance qui font des petits sauts et des machins. Ça a demandé des semaines de préparation. Ils sont venus sur le tournage avec leurs petits équipements, ils équipent le chien et tout, et juste avant de tourner la scène, ils se disent attends, on va quand même essayer, on a des grenouilles, on a l'ourson, on va les poser et on va voir ce qui se passe. Bah toute la séquence que vous voyez, c'est un one shot, ils ont jamais rien retouché. L'ourson se met à poursuivre la grenouille, elle tapote et tout, la grenouille saute, rentre dans la rivière, l'ourson va dedans, enfin toute la séquence, ils l'avaient écrite comme ça, ils l'ont improvisée et ils ont fait exactement ce qui était prévu dans le script. Et du coup, bah là, tu te retrouves avec les gars qui avaient le costume et qui sont là. Bah du coup, on fait quoi avec notre truc maintenant ? Bah vous pouvez rentrer chez vous parce qu'on pourra jamais faire mieux que ce qu'on a fait là. Et c'est pour ce genre de moment que je trouve le film très 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 puissant, parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi évidemment toutes les scènes puissantes, l'affrontement de l'ours avec les chiens et la force de la mise en scène et du montage qui arrive à nous faire croire à cette bataille alors que jamais les chiens ont attaqué l'ours, hein, bien sûr, hein, c'est que du trichage de la triche. Oh putain, mais mon français il est catastrophique aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une compréhension de ce qui se dit. Merci beaucoup mon cher, ça m'aide. David fait une crise d'épilepsie. T'as vu, j'ai rien dit. C'est beau. Mais ouais, voilà, il y a cette séquence d'affrontement entre les chiens et l'ours que je trouve extrêmement impactante. Et juste avec de la triche de plans où on a des faux chiens, on a des plans lointains où les chiens sont autour d'un homme déguisé en ours, mais que le plan est tellement court et le plan est tellement lointain que tu t'en rends pas trop compte. C'est le montage de manière générale qui rend la chose absolument efficace et réussie. Juste un petit peu avant ça, on a cette petite scène où l'ourson transite peur, se réfugie dans une grotte et où dans un zoom, on se rapproche de sa patte tremblante. On a aussi évidemment le plan iconique. Évidemment, le plan iconique du film, l'affrontement entre Chicky Carayo et l'ours. Ah, il y en a deux. Effectivement, il y a deux plans. Michael, tu penses à un autre plan, mais il y en a plusieurs en vrai. Qui est un plan frère des ours, hein. Oui, il y a un plan frère des ours où ils sont tous les deux debout là en train d'écouter le danger qui s'amène. Les deux ours, le petit et le grand. Moi je pensais surtout au plan de l'affrontement entre Chicky Carayo et Bart dans les Rocheuses où l'homme du coup sans armes se retrouve à s'agenouiller au pied de l'animal, le suppliant de le laisser en vie, tout ça capturé sur la même image. On a vraiment l'ours qui est à 3 mètres de lui et qui lui hurle dessus avec Chicky Carayo roulé en boule, le dos rond là. C'est un plan que je trouvais fou, complètement fou. Et quand on voit les séquences de making of, on voit que ça a été une séquence qui a été dure à tourner parce qu'il fallait jouer avec la dangerosité du moment. Et il y a un plan qui n'a pas été gardé où il y a un coup de patte qui est pas loin, qui passe pas loin du tout. Donc là ils ont fait on va calmer un peu le jeu. Voilà, parce que du coup ils excitaient un peu l'ours. Enfin c'était compliqué de réussir, mais ça s'est bien passé au final. Et puis bon, on a aussi l'un de ses plans finaux, l'un des plans finaux du film où il y a la grosse poursuite avec le puma qui se termine. Bon, du coup, il y a toute la séquence dans la rivière qui se termine par le puma qui affronte le petit ourson qui se retrouve seul et qui lui hurle dessus. Le petit ourson il lui hurle, c'est trop mignon, mais bon, il peut rien faire parce que le puma il est beaucoup trop puissant. Et là, d'un coup, le puma a peur parce que hop, la caméra tourne et on a derrière Bart, le grand ours adulte, qui hurle. Je trouve que tous ces plans dont je viens de parler là et l'ambiance générale du film forment un peu une espèce de puissance que je n'explique pas. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Il y a des films d'animaux qui sont réussis, mais à ce point-là, sur l'acting des animaux, je trouve que ça n'a jamais été atteint aussi bien que dans ce film-là. Il y a une espèce de magie qui dégage de ça qui est incroyable. Voilà, donc voilà l'émotion que je ressens devant cette espèce de boule de magie, voilà. Et juste pour terminer, désolé, ça fait déjà un peu long. Juste pour terminer, il y a toutes les petites miettes de plaisir à côté. Il y a l'écriture simple et belle de ces trappeurs du début du XXe siècle qui sont clairement des amoureux de la nature. On n'a pas besoin de l'expliquer, de le dire. Ça se sent juste dans ces personnages. Ils ont beau être des trappeurs, c'est pas des personnages négatifs, c'est pas des méchants. C'est juste des gens qui font un métier un métier qui est peut-être désuet encore aujourd'hui. La chasse existe toujours. Mais c'est des gens qui se sentent heureux dans cette nature et on le ressent et je trouve que c'est agréable. En plus de ça, on a un magnifique revirement de situation avec du coup le trappeur joué par Chicky Carayo qui finit par épargner. Épargner, oui. Qui finit par épargner
qui finit par épargner l'ours parce que cet ours-là l'avait justement épargné un peu avant. C'est fort de sang, c'est fort, c'est puissant, c'est joli. Voilà, je trouve ça vraiment même bouleversant, hein. Le film me fait pleurer sans aucun problème. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais on a aussi les scènes de rêve en animatronique, du coup gérées par les équipes de juste Jim Henson, les Muppet Show, le Labyrinthe, Dark Crystal. Voilà, c'est des séquences qui sont stupéfiantes. Et puis aussi on a une petite dose d'humour. Le film est de temps en temps assez rigolo. On a la scène du campement avec le coup de la laisse où ils s'enroulent autour des arbres, tout ça pour se retrouver à 1 centimètre l'un de l'autre, le chien et l'ours. C'est presque un peu cartoonesque, et ça arrive plusieurs fois dans le film, des petites séquences comme ça avec le comportement de l'ours, de l'ourson. Moi j'aime bien cette séquence là. On a aussi la petite scène de la baisse d'ours. je trouve cette séquence un peu rigolote parce que du coup on a Bart qui rencontre une oursonne, voilà, une ours tout court, voilà, et qui va faire des petites joyeusetés avec parce que c'est la nature, et donc l'ourson se retrouve à patienter, il attend, il va regarder voir ce qui son se passe. pote. Il le regarde, mais il a pas l'air de le regarder avec envie ou quoi que ce soit. C'est un ours, non. Non mais voilà, il a. Il y a que l'humain qui est pervers à ce point-là. Non mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire, il pourrait avoir une curiosité de puberté ou je sais pas. Mais non, il regarde juste ça. Et puis il soupire parce qu'il est saoulé, parce que qu'est-ce qu'il branle, mon copain là. Moi je voudrais juste qu'on continue notre voyage, et il est en train de s'occuper de. D'ailleurs, je trouve, alors c'est peut-être totalement faux, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même un mec qui est dans un costume, je pense, d'ours. Je pense. Et genre quand t'as Gigi Hano qui l'a regardé, Gigi Hano qui l'a regardé et qui lui a fait: c'est ça ton taf, mec. Et le mec il a dit: je passe une excellente journée. Oui, non, ça me va très bien. Mais parce que je me dis, genre, comment ils auraient pu réussir à tourner un plan où derrière les arbres là-bas il y a 2 ours qui baisent, et mais justement, c'est pas montré parce que justement. Oui, c'est derrière des arbres et tout, donc je pense, j'y ai pensé en regardant la scène, et je me suis dit, c'est possible que ce soit juste 2 costumes. Et oui, mais ça n'enlève rien à la beauté de la scène. Non, surtout à son humour. Je trouve la scène rigolote, et je trouve que souvent le film est assez rigolo. Voilà, on a aussi une scène de champis où l'ourson va prendre des champis. Voilà, mais puis je suis pas revenu dessus vraiment, mais les séquences en animatronique des rêves sont trop cool, je trouve. Enfin, c'est assez marrant. Il y a cette espèce de cauchemar que fait l'ourson au début du film où il rêve des grenouilles qu'il a poursuivies, et elles se mettent à devenir genre démoniaques avec des pics sur la tête et tout. Cette séquence, elle est effrayante. Puis plus tard, il fait une autre séquence de rêve où on a l'impression qu'il s'accuse de la mort de sa mère, où il y a une espèce de version empaillée de sa mère qui le poursuit et tout. Genre, c'est vraiment effrayant, et en même temps, ça rajoute quelque chose au film. Ça fait partie des choses que j'aime dans ce film, c'est qu'il propose tellement de choses, c'est tellement un projet fou. Ça humanise ton ourson. En plus, voilà. Et puis là, c'est pas vraiment un élément, mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est que à la fin du film, quand le générique arrive, en fait, alors, au début du film, on a un premier générique où on a les noms des acteurs qui apparaissent. Et du coup, pendant le générique de fin, les noms ne réapparaissent pas. On a les équipes techniques, mais surtout en premier lieu, et pendant très longtemps, pendant toute la description du film, c'est toutes les équipes qui sont occupées du dressage des animaux qui apparaissent, avec toutes les associations qui ont aidé au tournage, avec des explications sur qu'est-ce que sont devenus les animaux après et tout. Ça fait partie du générique qui apparaît, et je trouve ça trop cool. Avec en premier lieu Jean-Pierre Raffin et Doug Seuss, donc j'avais parlé un peu avant, qui sont respectivement les directeurs de l'association de protection des ours, il me semble européenne, pour Jean-Pierre Raffin, et il était aussi coordinateur du projet dans la partie animale, on va dire, pour le film. Et puis Doug Seuss, c'était l'homme qui s'occupait de dresser les ours. C'était je crois pas qu'il soit mort, mais il est peut-être à la retraite maintenant, mais un dresseur d'animaux qui a bossé aussi avec des loups et plein d'autres animaux comme ça, et ça a été du coup le propriétaire de Bart pendant tout le film. Voilà, j'arrive au bout de mon explication sur pourquoi j'aime l'ours. C'est trop bien l'ours. Qui veut parler ? Alors oui, Quentin, t'as bien su nous dire à quel point t'aimais ce film. En tout cas, ça s'est bien retranscrit dans tes paroles, même si ton français était laissé à désirer. Ouais, mais j'ai beau écrire, je suis très dans l'improvisation. Donc non, mais c'est bien. Mes idées se bousculent. Il est approximatif. Voilà, c'est ça. Alors, pour ma part, tu vois, l'ours, moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Sympathique, moins transcendé comme toi.
J'ai pris ça comme un petit conte sympathique. Voilà, on suit ces deux ours, ces trappeurs. Une conclusion plutôt sympathique pour la fin en plus. Hein, c'est plutôt une happy end. Enfin, je le vois comme ça. Bah oui, clairement. Après, il n'y a pas grand chose. Moi, ce qui m'a un petit peu sorti, mais bon, ça, c'est les joies de travailler avec des animaux, et je pense que ça a été voulu comme ça. Mais moi, c'est les petits bruits de l'ourson. Au bout d'un moment, c'était un petit peu relou, quoi. Puis qu'ils sont très très humains, surtout. Oui, voilà, ça faisait. Alors, je sais pas si c'est le bruit normal d'un ourson. Ou si ça a été doublé par un enfant, mais en fait c'est assez bizarre. Je suis pas sûr que ce soit un enfant, mais je pense que c'est doublé effectivement par un humain pour rajouter des petits bruits, des petits couinements et tout. Je comprends que ça soit un peu curieux, et que ce soit un peu bizarre et qu'on puisse être dérangé. Moi, j'ai réussi à faire l'impasse très rapidement dessus, et à juste c'est qu'il y a des moments c'est justifié, d'autres non. Après, est-ce que c'est vraiment grave ? Non, parce que j'ai passé un bon moment. Je me suis pris quand même pas mal de séquences dans la frimousse, si je puis me permettre. Notamment celle où ils attaquent, enfin les trappeurs attaquent Bart justement, qui réussissent à le blesser, et que Bart, lui, il va se venger. Ah, au début du film, quand il lui tire une balle et quand les trappeurs reviennent sur leur campement et qu'on voit les chevaux, qu'on voit tout leur campement retourné, le sang partout, Tchéky Karyo qui finit par se tordre la cheville parce que son cheval, son cheval a pris peur et il l'a poursuivi. Enfin, il essaie d'aller récupérer dans la rivière. Il y a des gros rochers et puis il se tord la cheville. Ouais, je trouve vraiment très intelligent la façon d'humaniser aussi les trappeurs. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait on humanise assez rapidement les ours, mais pas forcément les trappeurs. C'est clair. Ça arrive bien après. Ouais. Et notamment sa relation avec son chien, parce qu'en vrai, jusqu'au moment où son chien arrive, ils nous paraissent détestables. Et encore, même un petit peu après, on le comprend pas, il est assez détestable, notamment quand il se fout de la gueule de l'ourson et fait il y a tout ce côté-là. Et en fait, à la fin, oui, ça va mieux. Mais on a l'impression que en fait, le personnage joué par Tchéky Karyo, c'est un petit peu un jeune loup. On comprend que l'autre chasseur est un peu plus aguerri et respecte un peu plus son entourage, on va dire. Ouais. L'autre, il est un petit peu plus chien fou, et du coup, on peut estimer que cette aventure qui va lui arriver, enfin cette mésaventure, parce que va le faire grandir aussi. On a une évolution de personnage, donc on n'a pas un méchant qui reste au stade de juste méchant. Ouais. Je le considère vraiment pas comme un méchant, mais... c'est qu'il nous l'est, comme tu l'as dit, il nous est présenté comme une menace au début. Certes. Et quand il arrive, c'est le méchant. Il y a un peu de ça. Oui, complètement. C'est vrai, parce que je l'ai même décrit moi-même dans la séquence, effectivement, où on découvre le campement et tout. Mais c'est que rapidement, en fait, quand ils commencent à faire leur chasse, quand ils retrouvent Bart, on sent que... Je trouve que c'est quelque chose qui se dégage rapidement des personnages, que y a une espèce de respect de la nature, de manière générale, qui est là, parce que c'est... J'ai peut-être un cliché, mais j'ai l'impression que quelque chose qui s'est un peu perdu avec les années aujourd'hui et tout, et le fait que le film se passe il y a plus d'une centaine d'années ou un peu plus, quelque chose comme ça. Normalement il se passe au début des années 1900, donc il y a un peu plus d'une centaine d'années. Je trouve qu'il y a un truc qui se dégage d'harmonie avec la nature. Cependant, ils ont la crainte, parce que c'est justifié, de leur proie. La proie qu'ils cherchent, c'est des ours. Les ours sont capables de les trucider. Du coup, ils considèrent les ours en particulier comme une menace, un danger et un animal à tuer, avec lequel ils ont aucune possibilité d'amitié ou de simple ressentiment, sentiment n'importe lequel, puisque c'est un danger. Et en plus, on voit que c'est presque justifié au début du film, ils arrivent à toucher Bart, l'ours, et l'ours se venge, ils tuent leurs animaux et tout. Du coup, il y a une espèce d'inversion des rôles, d'inversion des rôles et de conflit qui se crée entre les deux, jusqu'à ce que la situation évolue.
Et on a cette séquence où l'ourson effectivement est capturé et où il commence à s'attacher un peu à lui, mais au début effectivement ils se foutent de sa gueule et tout, mais parce ils ont passé, en tout cas certainement, le vieux en particulier, certainement, enfin le vieux des deux trappeurs, hein, je veux dire, vient de passer certainement les 30 dernières années de sa vie à tuer des animaux dans la nature, entre autres certainement des ours. Donc là, pouvoir voir comment en fait c'est trop marrant, il est presque gentil, il est presque mignon, il est rigolo. Ça viendra une bête sanglante et sanguinaire que je vais tuer plus tard, mais en l'occurrence, là, maintenant, tout de suite, il est un peu attachant. Et je trouve que ça crée un retournement qui est assez intéressant et qui fait que je les considère pas comme des méchants. C'est des trappeurs. Oui, ils font leur taf de trappeur qu'ils ont toujours fait, mais ils ont pas cette cette caractérisation de haine de la nature. Ils vont pas genre brûler un arbre pour faire peur à l'ours. Ils vont pas genre tuer bêtement d'autres animaux. Ils aiment leurs animaux, leurs chevaux. On le voit dès le début, ils les aiment. Leurs chiens. Ouais. Voilà, il y a juste ils chassent des ours. Voilà. Et du coup, il y a un truc qui fait que je les trouve attachants dès le début quand même assez. C'est juste qu'ils sont une menace pour l'ourson qui s'est retrouvé tout seul dans la nature. Voilà, excuse-moi. Non, mais après, oui, c'est des schémas que tu retrouves beaucoup dans des films d'animation. Tu le disais, hein, Frères des ours a certainement repris ça et son nom a inspiré de fou. L'âge de glace aussi, mine de rien. Moi, je vois un truc sur avec la fin. Le bébé qui est... Voilà. Oui. Après voilà, moi j'aime beaucoup aussi une scène, c'est celle où Tchéky Karyo est sur son campement dans la nuit, seul. Oui, et qu'il a peur un peu de tout. Et qu'il finit par tuer une souche. Ouais. Ouais, parce qu'il est seul et affaibli. Et là, en fait, il devient proie. Ouais. Enfin, il se sent proie, parce qu'au final, il n'y a rien autour. Oui. Mais l'environnement est dangereux et lui, il le sait. Et du coup, nous, on le ressent parce qu'il sait que il est pas bête. Les bruits qu'il y a autour de lui, ça peut être un danger. Oui. Voilà. Il y a une chouette d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, oui. Ouais, voilà. Donc, il est pas ridicule le personnage à ce moment-là. Il a juste peur et on le trouve pas ridicule, on le trouve juste faible et capable d'un excès de crainte et de peur et tout. Enfin, je trouve c'est bien. Enfin, oui, vas-y. Non, mais j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est une belle histoire. J'ai passé un bon moment. C'est pas le chef-d'œuvre que tu as pu me vendre en disant que waouh et tout. Et en tout cas, je remets pas du tout en question la façon dont tu l'as ressenti parce que voilà. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. C'était chouette. Okay. Voilà, j'ai pas plus à dire. Après, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, David ou Bertrand. Moi, c'est un film que j'ai découvert très tôt parce que je l'ai vu en salle. Donc, en 88, je l'ai vu gamin. Je te coupe un tout petit instant pour compléter là-dessus. C'est aussi un film qui m'a un peu marqué. Alors moi, j'ai découvert tard, mais en fait, mes parents se sont mis ensemble en 87 et on m'a beaucoup raconté anecdote de comme quoi ils allaient beaucoup au cinéma à l'époque et ils sont allés voir ce film en salle. Et du coup, c'est un peu une anecdote de famille ce film-là. Et du coup, voilà, j'y suis un peu attaché aussi pour ça. Quand je pense à l'ours, je me dis ça me fait penser à mes parents qui devaient être genre au début de leur date. Voilà, donc il y a un truc personnel lié à la salle aussi. Voilà. Moi oui, du coup ça joue aussi, alors dans un registre différent, mais je l'ai vu en salle et jeune, donc c'est impressionnant. Moi j'avais toujours évidemment en tête, alors que finalement c'est très peu de plans, j'avais souvenir d'un truc qui durait un peu plus quand l'ours se fait attaquer par les chiens et éclate les chiens sur les rochers. Ouais. Alors il y a bien, les plans sont là, mais ils sont juste plus brefs et moins nombreux que dans mon souvenir. Parce que j'ai été très longtemps avant de le revoir, hein. Je l'ai vu plusieurs fois très jeune, là je l'ai revu pour le podcast, ça faisait des années que je l'avais pas revu. Très honnêtement, je pense que c'était la première fois que je le revoyais au 21e siècle. Ah ouais. Okay. J'ai pas dû le revoir depuis les années 90, très probablement. Donc ouais, non, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Alors moi, Anno, je pense que sur une échelle de cinéaste que j'estime, je le mets un peu en dessous de toi, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa personnalité. J'ai vu Notre-Dame brûle, là, son dernier film, il y a pas longtemps. Je me suis amusé à regarder le supplément qu'il y avait où il y a une interview de lui. Il est absolument passionnant à écouter, Jean-Jacques Hano. Passionnant à écouter, vraiment.
Et donc c'est vraiment un mec que voilà, moi je l'aime bien. Je l'ai croisé à Deauville d'ailleurs pour la petite anecdote. Ok. Il y a quelques années. Ouais, il était président, je crois, d'une session à Deauville du festival du film américain. Et un mec plutôt sympathique d'ailleurs. Pour le bref échange qu'on a eu, il m'a dédicacé un dossier de presse ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Donc moi, l'ours, c'est un de mes films préférés d'Anno. Ok. J'ai quasiment tout vu de lui, à part Hors Noir et Le Dernier Loup. De mémoire, j'ai dû voir tout le reste. C'est sûrement un des films que je préfère de lui. Et puis, pour moi, ça rentre dans ce corpus un petit peu audacieux du cinéaste, constitué par les 3 films qu'il a fait dans les années 80 d'ailleurs. Tu les as évoqués, mais La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose et L'Ours, qui sont 3 films assez ambitieux. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec Le Nom de la Rose. Je sais, ça fait halluciner tout le monde. Ouais. Mais parce que le film a à peu près tout pour me plaire, dans son histoire. Il y a Sean Connery, et le film m'emmerde monstrueusement. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai revu La Guerre du Feu, qui est vraiment une prouesse à la fois visuelle et une proposition de trucs qu'on a quand même pas vu souvent. Il y a pas beaucoup de cinéastes dans le monde entier qui se sont coltinés, qui se sont collés comme ça à la représentation préhistorique, de manière aussi poussée. Ça, c'est quand même pas rien. Et puis il y a l'ours, donc voilà. J'aime bien Deux Frères que je mets en dessous de l'ours, bien sûr, mais il y a une espèce de petit écho au film quelques années plus tard. Et puis j'ai beaucoup d'estime aussi pour Stalingrad. Stalingrad, c'est cool. Avec un duo d'acteurs assez fantastique. Ed Harris et Jude Law, ils sont vraiment fabuleux. Donc il y a quelques films que j'aime bien. Et puis son dernier là que j'ai donc vu là il y a très peu de temps, Notre-Dame brûle, qui est largement estimable. Voilà, qui a un peu plus passé inaperçu, mais que j'ai trouvé assez intéressant. Il a l'air de dire qu'il s'est vraiment documenté sur les faits, le fameux événement de Notre-Dame qui a pris feu là, et son film est très très bien fichu. J'ai passé un moment sympathique. Donc Jean-Jacques Hano, cinéaste français, probablement parmi les plus ambitieux, les plus couillus, disons-le, parce qu'il a vraiment une carrière placée sous le signe du je vais pas aller à la facilité. Oui, ça c'est... Et ça c'est quand même assez incroyable. Et on en a pas tant que ça, des cinéastes comme ça, et je trouve qu'il aura vraiment marqué l'histoire du cinéma, d'ores et déjà, il est toujours avec nous, et puis tant mieux. Mais moi, il restera comme un cinéaste, vraiment, le cinéaste de l'audace, du projet ambitieux. Tiens, ça a pas été fait, je vais essayer de le faire. Voilà, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et rien que pour ça, rien que pour ces choses-là, il est très très largement estimable. Et L'Ours est un excellent film, très chouette. Ok. Voilà. Écoute, content que ça t'ait plu. Et du coup, pas de problème au revisionnage, séquence de... Alors, je me rappelais de plein de trucs, pourtant ça faisait, comme je l'ai dit, très longtemps que j'avais pas revu. Je me rappelais assez bien de l'histoire. La confrontation Tchéky Cario, Bart, là... au milieu des rochers, là, ça je me souvenais très très bien. Bon, après c'est emblématique, mais non, ça a été un plaisir. En plus, le film est pas très long. Non, c'est 1h30. C'est plutôt bien fichu au niveau de l'écriture, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Ça peut être contemplatif tout en emmenant son spectateur. Donc le film est vraiment bien foutu. Moi, j'aime vraiment beaucoup L'Ours. C'est vraiment un film. Écoute, très content de te l'entendre dire. Ouais. Et... Content de l'avoir revu en fait. Écoute, très très content. Et Mickaël, tu disais ce n'est pas le chef-d'œuvre que j'ai l'air d'avoir reçu. En tout cas, tu l'as pas ressenti comme ça et tout. Je sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre du cinéma, je sais pas trop, mais en tout cas en termes de film avec des acteurs animaux en tant que rôles principaux aussi présents, il y a pas grand chose qui est du même niveau. Il y a pas beaucoup d'équivalents. Ça. Je n'enlève en rien à la prouesse. C'était pour mon cher ami. C'était pour peut-être pointer du doigt, si on peut dire chef-d'œuvre, je dirais peut-être du chef-d'œuvre de ce genre précis qu'est le film d'animaux acteurs, peut-être. Oui, non, j'aurais peut-être dû utiliser gros coup de cœur pour toi, quoi. Oui, non, je sais pas. On est plus sur un énorme coup de cœur. Ok. Voilà. Et du coup, Bertrand, toi, tu l'avais déjà vu, tu m'as dit. Oui, je l'avais vu une fois, pas au cinéma parce que ça s'est pas trouvé, j'imagine. Voilà, de la télévision, une des premières diffusions, possiblement à la fin des années 80 aussi. Je saurais pas dater. C'est un film que je déteste pas. C'est plutôt un bon moment, effectivement.
j'admets que j'ai été un peu parasité par ce qu'on disait tout à l'heure, des sons qui est censés émaner de l'ourson, qui font plus penser à une voix humaine. Peut-être que c'était pour meubler davantage, parce que l'ourson produit des sons. Les sons de l'ourson, son. Mais ça devait sûrement pas suffire pour peut-être maintenir l'intérêt du spectateur, parce que ça aurait été sinon autrement totalement silencieux. Et puis percher un ourson, ça doit être galère, quoi. Aussi. aussi. Les yeux du questionnement ont été habités le regard de Bertrand. Percher un ourson, oui. Alors, oui, effectivement, c'est... Oui, moi aussi, au début, je pensais que tu voulais dire foutre l'ourson. Bref. Non. Bah, ils le font facilement dans le film. Oui, l'ours se perche de lui-même. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Non, il y a quelques moments qui font un peu serrer les fesses, notamment la scène de la confrontation dans la chute d'eau, oui, entre Checky Cario et qui fait super bien semblant d'avoir peur d'un ours, il y a pas de problème. Oh, c'était pas semblant, ouais. C'était pas semblant. Non, mais je veux dire, le tournage a dû être quelque chose d'assez épique, oui. Ouais, et même sans parler de confrontation directe avec les animaux, d'ailleurs, l'endroit recèle suffisamment de magnificence et d'exotisme à sa façon pour que l'expérience reste quelque chose d'unique, je pense. Ça devait être fou tourner là-dedans. Mais j'ai vu une interview de Checky Cario juste avant de la sortie du film. On lui demandait je crois que c'était avec Ardisson, il lui posait quelques questions des questions pertinentes. Pardon. Bah, ça dépendait desquelles. Mais par accident, ça pouvait arriver. Ça dépendait desquelles. Mais il lui a demandé ce qu'il avait le plus aimé avec le fait de tourner avec des ours. Passionnante comme question, vraiment très complexe. Oui. Voilà, et il disait que justement il avait pas eu peur. Après, des fois les moments joués pouvaient être impressionnants, mais que il avait été fasciné par la gentillesse et la curiosité des ours. Voilà. Après, c'est des ours dressés, bien sûr, c'est pas des ours en milieu naturel. Oui, voilà. Ce qui joue aussi avec ça. Mais voilà, bref, du coup, oui, l'expérience en tant qu'acteur avec les ours devait être assez impressionnante. Oui, bah alors voilà, puis j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, hein, c'est une expérience. C'est une expérience, si on prend justement en compte toute la pré-production qui a été extrêmement longue, donc tu le disais, et puis post-production qui a dû être longue aussi, quand on fait le global de tout ça, on se dit ouais, ça valait le coup d'y passer peut-être 5 ou 6 ans. Ouais, ça a été un projet assez énorme, quoi. Et encore, ça a duré 5-6 ans, mais parce que tout s'est bien passé. Oui. Le projet, enfin, tout ce qui devait bien se passer, c'est globalement bien passé. Quand on voit des projets qui mettent 20 ans, alors qu'au final, ça reste des films classiques un peu, on va dire, avec quelques petites difficultés qui deviennent des énormes, tout aurait pu mal se passer, le film n'aurait très bien jamais pu avoir lieu. Mais bon, les astres se sont alignés. À ce moment-là, il était dans une espèce il avait le vent karma, en poupe. ouais, le vent en poupe, le karma avec lui, Hanno, et pendant 10 ans, il a filé et je droit. me rappelle réellement que c'est un truc dont les médias avaient beaucoup Bah ouais. parlé. C'était un Oui, énorme l'ours, il avait fait voilà. du bruit, hein. Le film, Ouais. ça avait fait parler. C'était quand même une proposition de cinéma. Non, puis il y rare. avait cette espèce de truc. Le cinéma français, pour le coup, C'est ça, en plus. explorait d'autres choses à ce moment-là. Il y avait le Grand Bleu de Besson qui Oui, qui c'est est de la la même année, époque. 88, oui. Et il y avait, ça faisait deux propositions qui avaient pas grand-chose à voir, mais en tout cas il y avait une démarche commune dans le fait d'aller au-delà de simplement la simple illustration par les animaux. Fallait qu'ils soient plus partie prenante. Bah, c'est ce qu'a dit Hanno, parce que j'avais vu aussi le moment où on l'a récompensé pour l'Oscar du meilleur réalisateur, si je dis pas de bêtises, ce que je disais tout à l'heure pour l'ours. Il est venu du coup pendant la cérémonie, quoi. Il vient et il remercie du coup, il remercie des gens et tout. Il remercie entre autres Besson, qui a aidé aussi au projet, il me semble, sur la production et aussi peut-être en tant que conseiller ou en tout cas peut-être en tant qu'ami. Mais en tout cas,
il le remercie un peu après avoir parlé du fait qu'il était fier de faire un film pareil parce que ça allait ailleurs. Parce qu'il avait envie de montrer aux gens, et on était en 88, et pourtant l'image du cinéma français, elle est toujours un peu remplan-plomb, on va dire, je sais pas comment dire, aujourd'hui les gens ont cette image du cinéma français chiant et tout, et ben en 88 c'était presque déjà un peu le cas, parce qu'il disait, genre, j'ai envie de montrer que le cinéma français peut proposer autre chose. Il disait pas le cinéma français est chiant, il voulait dire j'ai envie de bouleverser l'image que le cinéma que les spectateurs peuvent avoir du cinéma français, de proposer des choses accessibles, que la famille puisse aller voir, entre autres, hein, voilà, mais en tout cas un cinéma grand public qui soit différent. Et il voulait ouvrir des portes, en fait. Ouais, voilà. Et tu parlais que le film David avait un grand succès retentissant à l'époque. Je sais pas si c'était pareil en dehors de la France, j'imagine que non, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça, il y a aussi une espèce de fierté français d'avoir un film, pas une proposition aussi folle de cinéma qui n'existe nulle part ailleurs et qui soit française, quoi. Voilà. Oui, puis qui encore une fois était un troisième coup pour Hano, quoi. Après un film préhistorique. Bon, Le Nom de la Rose qui finalement est le plus classique des trois. Et puis paf, il enchaîne avec L'Ours. Enfin, le mec, il a eu sa décennie des années 80. Hano, ça a été quelque chose quand même. Hein. Ça, faut quand même reconnaître. Hein. Respect. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ? Bon, bah, écoutez, merci bien de m'avoir écouté. Bravo. Et de votre participation. Bon, bah, merci. Écoute, je suis content de vous avoir parlé de ce film. Et donc, bah voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au dernier film de notre sélection de 4 films sur les animaux. Nous allons laisser Mickaël parler. Mais de quel film vas-tu nous parler, Mickaël ? Alors, on va pas passer du coq à l'âne, mais plutôt de l'ours au chien. Et je vais vous parler de Togo. Il a distancé tous les autres. Ce n'est pas n'importe quel chien de traîneau, c'est un leader. Nos enfants sont victimes d'une véritable épidémie. Ils vont tous mourir. Il existe un remède. Mais il est à 500 km d'ici. Vous avez vu les nuages qui menacent à l'horizon ? Un seul homme et un seul chien peuvent braver cette tempête. Il a 12 ans. Il est trop vieux pour parcourir une telle distance. Tu vas y arriver, hein, mon beau. Alors, mon cher Bertrand, je ne te remercie absolument pas pour ce thème, hein, parce que contrairement à Quentin, j'ai galéré. Ça m'arrangeait pas forcément, ce thème. Puisque quelle galère de trouver un film qui colle à tes critères. Hein. Je veux pas d'animaux qui parlent. Le live action, c'est mieux. Alors, j'ai bien pensé à tricher un tout petit peu hein, en choisissant un film de Batista, hein, puisqu'à sa grande époque de gladiateur des temps modernes, son surnom était l'animal. Mais j'ai vite abandonné l'idée, puisque mon cher David a une gimmick qu'il adore, c'est-à-dire faire croire aux gens que les muscles, ça m'émoustille. C'est peut-être vrai, mais t'as pas à le faire. Bah, c'est un fait. Et puis, de toute façon, Bertrand, tu me l'aurais pas accepté. C'est probable. Du coup, mon choix s'est tourné vers un film que je n'avais jamais vu, Togo. Comme ça, je reste fidèle à mon mantra de cette 2e saison. Mais attention, dans l'épisode sur les films de guerre numéro 2, Quentin, ici présent, disait que je ne choisissais jamais mes films au pifomètre. Eh bien, mon cher ami, sache qu'aujourd'hui, je te fais mentir. Hein. Je l'ai totalement choisi à l'aveuglette. Et la chance pour nous, c'est que c'est pas une merde. Donc ça va. Donc Togo, sorti en décembre 2019 sur la plateforme Disney+, hein, qui est un des films originaux Disney+, les plus estimés. Alors, sachant qu'il n'y en a pas des masses en plus. Ouais. Voilà. Et pour cause, hein, c'est un récit d'aventure à l'ancienne, brut et bouleversant, qui rend justice à une histoire oubliée. Voilà, j'ai fini avec ma chronique. Non, je rigole. C'était bien. Je rigole. Donc on va un petit peu s'attarder sur le réalisateur. Donc côté réalisation, du coup, on retrouve Ericson Core, hein, et c'est un choix plutôt intéressant hein, si on veut avoir une belle image. Puisque le gars est aussi directeur de la photographie, ça explique pourquoi le film est visuellement sympa, avec de superbes plans sur l'Alaska. En même temps, compliqué de faire des plans dégueulasses de l'Alaska, hein, même si c'est une Alaska interprétée par l'Alberta au Canada. Ah. Et oui, ce n'est pas la vraie Alaska.
Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez forcément déjà vu son travail. Ericsson Core, c'est quand même le directeur de la photo de Fast and Furious. Oui, c'est lui qui a posé les bases visuelles d'une saga où visiblement la famille est plus importante que les scénarios. C'est aussi lui qui a fait la photo de Daredevil de 2003. On ne lui tiendra d'ailleurs pas rigueur du scénario ou du costume en cuir trop serré de Ben Affleck, mais faut dire que visuellement, il a pas si mal vieilli. Je saurais pas dire, je crois que j'ai jamais vu Moi, le je l'ai vu Daredevil. une fois et puis j'ai pas jugé bon de le revoir. Donc, C'est aussi le directeur de la photo de Payback avec Mel Gibson, qui c'est était déjà si le cher à ton niveau petit dessus. cœur, mon cher David. Tout à fait. Ou encore 187 avec Samuel L. Jackson. Mais il y a pas de truc mieux dans la liste. Oh bah Payback, Bah, c'est bien. Payback, c'est bien. Payback, je l'ai pas vu. Pardon. Payback, c'est cool. Payback, je l'ai pas C'est vu. nerveux, Au niveau photo. Au niveau Génial. photo. C'est moi, j'aime bien. moi. Si tu m'avais écouté, C'est vilain. et les dissipés là. Oh ouais, oh. Ah ouais, on parle cinéma, nous, monsieur. Comme je le disais, c'est juste pour justifier que même si tu connais pas son nom, t'as certainement déjà vu son travail. Voilà, Ok. j'ai pas dit que c'était bien. Je dis seulement, le mec, tu le connais, sans le connaître. Non, mais tu dis que c'était pas un choix si mauvais que ça, parce que la photo et tout et tout. Je Ouais, m'attendais à ce voilà. que tu sortes 2-3 titres avec Non. une belle photo. Non. Ok. Donc ce mec a fait aussi un petit tour du côté de la série, puisque il a bossé sur le reboot de MacGyver. Donc autant vous dire qu'il a marqué le petit écran, ce monsieur-là. Alors ce qui est fascinant avec lui, c'est que même en passant sur le fauteuil de réalisateur, que ce soit pour Invincible avec Marky Mark, le remake de Point Break ou Togo, il n'a jamais lâché sa casquette de directeur photo. Bon, en même temps, oui, logique. Voilà, donc genre de profil qui n'a confiance en personne, qui veut garder le contrôle de A à Z. Ou peut-être justement profil qui arrange bien les studios, car double casquette égale économie. Oui, aussi, oui, je pense. Voilà. On va passer à la tête d'affiche de ce film. Donc en tête d'affiche, on a Willem Dafoe. Dans Togo, il incarne Léonard Sepala avec une intensité folle. Qu'est-ce qu'il y a? Sepala, ça t'a fait rire? Oui, c'est... Alors, c'est Oui. Alors que c'est son nom, je sais, mais... Je me suis jamais fait la réflexion de ça. Ça va être très compliqué de faire ma chronique maintenant que je le sais. Mais j'ai vu le film, et je me suis pas fait la réflexion pendant tout le film. C'est là, je sais pas, c'est... C'est là, c'est pas là. Putain. À partir de maintenant, on l'appellera Léonard. Donc, il incarne son personnage avec une intensité folle. Il arrive à nous faire passer en un regard du musher bourru et pragmatique à l'homme viscéralement attaché à son yinche. Ce qui est dingue avec cet acteur, c'est que c'est le roi du grand écran. Le mec est capable de naviguer entre les blockbusters mondiaux et le cinéma d'auteur le plus perché sans jamais perdre en crédibilité. Il est aussi convaincant en bouffon vert chez Marvel qu'en gardien de phare à moitié fou qui hurle contre des mouettes dans The Lighthouse. Sa carrière, en plus, elle démarre en 1979 dans un petit film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. Putain, c'est vrai. Pardon, ouais. Depuis, le mec, il a enchaîné... Alors, vous dites combien de films? Il est à peu près à combien de films, Willem Dafoe? Je sais pas. Oh, c'est énorme. Bah, du coup, si tu as l'air de... Je pensais pas que ce serait un chiffre si impressionnant, mais du coup... Oh, je pense qu'il a plus de 150 films, mais... Ah ouais, quand même. Bah je ouais, pense. je sais pas, 120. Je pense. Tout compris, je pense que Bertrand c'est plus de 150. Ne se prononce pas. D'accord, il est à 130 films. Ah, autant pour moi. Alors, Fallait jouer. Ils sont indice chez vous. Pour vous donner une idée du carnet d'adresses du bonhomme, je vais faire un petit tour d'horizon rapide. Très rapide. Donc il a joué Jésus chez Martin Scorsese et a décroché sa première nomination aux Oscars sous la direction d'Oliver Stone dans son rôle d'Elias dans Platoon. Putain, oui, c'est vrai. Il est devenu un pilier de l'univers coloré et millimétré de Wes Anderson. On l'a vu dans La Vie aquatique, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch ou encore Asteroid City. En gros, si c'est symétrique et qu'il y a des couleurs pastel, Dafoe n'est jamais vraiment très loin. Et il est souvent très mono émotion dans les films. Monolithique dans les films de Wes Anderson, justement. C'est marrant. C'est aussi un acteur qui n'a absolument
pas peur, surtout du sulfureux Lars von Trier, avec qui il a exploré les recoins les plus sombres de l'âme humaine, avec de l'âme humaine dans Antichrist et Nymphomaniac, des films que David adore. Pas vu. Ceux-là, pas vu. Et pourquoi tu les as pas vus ? Un jour, j'expliquerai l'histoire d'amour entre Lars von Trier et moi. Et puis récemment, il est devenu l'acteur fétiche de Robert Eggers et de Yorgos Lanthimos, Prof Creature, Kind of Kidness ou The Northman et Nosferatu. J'ai dit, voilà. Apparemment, plus le rôle est étrange, plus il pense à lui, de toute façon. Donc, ajouter à ça des collaborations avec David Lynch, Catherine Bigelow ou son complice de toujours, Abel Ferrara, tout à fait. Ferrara. Donc, vous avez vu un peu le CV du bonhomme. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Willem Dafoe. C'est généralement un plaisir de le voir parce que déjà c'est une gueule. C'est une gueule incroyable. Ça, on le reconnaît au quart de tour. Enfin bon, même grimé, on le reconnaît. Oui. Mais non, il est assez fantastique. C'est vraiment et même dans des films. Alors l'exemple est pas bon parce que les films sont très sympas, mais dans les Spider-Man de Raimi, enfin le premier surtout, il est juste génial quoi. C'est encore une plus-value sur un film déjà bien sympathique au demeurant dont on a déjà parlé. Donc non vraiment Dafoe c'est quand même quelqu'un de vraiment génial en tant qu'acteur. Moi je trouve que présence, gueule, puis bon il sait jouer, voilà. Donc c'est cool. Voir ce gars-là c'est cool. Puis là, il y a un petit contre-emploi, entre guillemets, un peu. Dans le film que tu nous présentes, Mika. C'est vrai. Donc c'est chouette de le voir là-dedans, parce que c'était pas lui qu'on attendait, à la limite. Et pour être très honnête, je vais pas en parler plus tard, mais pour avoir vu des vraies photos de Léonard, c'est pas là. Et en fait, ils collent de fou au rôle. Ils ont quasiment la même gueule. Alors, je dirais que le défaut est un peu plus marqué sur son visage, mais c'est même gueule. D'accord. Okay. Non, en vrai, ça fonctionne bien. Et juste, pour... alors, est-ce que je dis une énorme connerie, mais il me semble pas. Hein. To Live and Die in LA. Bien sûr. 85. Friedkin. C'est lui. Il joue le taré. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, mais il a joué aussi chez Friedkin. Non, mais il en a pas raté beaucoup, en fait. Mais je me souviens que ça m'avait choqué un peu parce que j'ai pas vu beaucoup de films où il est jeune et où il a un rôle important. Il y avait Platoon, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais To Live and Die in LA, parce que je ne prononcerai jamais. Police fédérale Los Angeles en français. Le nom catastrophique français. Police fédérale Los Angeles. Je crois que le film se passe, je sais même plus s'il se passe à Los Angeles. Le film, je crois qu'il y a une connerie comme ça. Bref, To Live and Die in LA, ça m'avait vraiment beaucoup marqué de le voir tout jeune, tout jeuneau et déjà bien taré là. Que je conseille. Voilà, c'est très bien. Ok. Donc, je revoyais un film historique début des années 90, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc voilà. Mais en fait, le type il dégueule de charisme par tous les trous. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, ce que je regrette, c'est qu'on l'ait jamais vu dans le registre de la comédie pure. Je pense qu'il a largement matière. C'est qu'il a pas le physique. Je pense qu'il est complètement capable, évidemment. Ça c'est pas le problème, mais il a un physique quand même particulier, Dafoe. Donc il peut pas jouer complètement n'importe quoi non plus. Là, pour le coup, dans ce film, si Togo, il y a quelques moments pas de comédie, mais de légèreté. Oui, un peu plus léger. Un peu rigolo, un peu, voilà, avec le chien qui fait des conneries. Bon, voilà, c'est... Oui. Ouais, mais il rigole pas, lui, hein. Non, parce que ça l'énerve. C'est le personnage. Mais encore une fois, on est un peu dans du contre-emploi. Et ce qui rend d'autant plus intéressant sa présence dans ce film-là. Je suis en train de revoir un peu des titres, mais on a aussi Mississippi Burning. Tiens, oui, avec Hackman. Oh là là. Né un 4 juillet, Sailor et Lula, voilà. Hein. Non, il a une sacrée carrière. Hein. Il a une sacrée carrière. Ça... American Psycho, tu vois, je l'ai pas vu celui-là, je savais pas qu'il était dedans. On en a parlé dans l'émission de Vampire, de l'ombre du vampire, où il joue du Exactement, coup, il joue la version de Shrek, oui. Voilà. Non, c'est voilà. Non, sacrée carrière. Clairement. Voilà, c'est pour ça que je pensais bon de s'attarder un petit peu sur le bonhomme. Oui. Mais ce bonhomme n'est pas seul à l'écran. On parlera du yinche tout à l'heure, mais il est accompagné de Julianne Nicholson. Rien à voir avec Jack, de ce que j'ai pu chercher. Non. Elle interprète Constance, donc la femme de Léonard, une femme extrêmement forte qui n'a
d'ailleurs pas vraiment le choix, hein, quand on voit le caractère du bonhomme qu'elle a en face d'elle. Dans Togo, elle a ce talent rare, je trouve, de rendre une scène banale complètement bouleversante. Hein. Son personnage et surtout son jeu apportent énormément d'humanité à l'histoire et donnent de la profondeur aussi au personnage de Defoe. Pour continuer de la présenter un petit peu, si vous l'avez déjà vu face à Kate Winslet, oui, pardon. Dans la série Mayor of Easttown, vous savez de quoi elle est capable. Apparemment, sa performance était tellement dingue qu'elle a décroché un Emmy Award, et je dis apparemment parce qu'en vrai, j'ai pas vu la série. Bah oui, il faut faire des choix dans la vie, et puis les séries, c'est long à mater, et il y a d'autres choses à mater. Et pour ceux qui ne voient toujours pas qui c'est, elle a aussi joué dans des films comme Blonde ou Moi Tonya, et pour ceux qui ne voient toujours pas qui c'est, allez chercher sur internet. Ou regardez Togo. Oui, voilà, oui. Oui, regardez Togo, c'est bien, regardez Togo. En plus, elle est vraiment très bien. Tu l'as déjà dit, mais je confirme, elle est vraiment super dedans. Donc, alors le film, faut savoir qu'il s'inspire d'un fait réel, historique, connu sous le nom de la Grande Course de la Miséricorde. En 1925, une épidémie de diphtérie, et pas dysenterie, frappe le village isolé de Nome, en Alaska. Le sérum pour sauver les enfants se trouve à plus de 1000 km et les conditions météo empêchent les avions de décoller. Une chaîne humaine et canine s'organise, 20 mushers et plus de 150 chiens se relaient pour transporter le médicament. Alors, cette histoire, vous l'avez connue un petit peu via le film d'animation Balto. Oui. D'ailleurs, il me semble que la voix originale de Balto, c'est Monsieur Tom Hanks, c'est ça ? Maintenant que tu le dis, ça me semble... Ou c'est Kevin Bacon ? Non, Bacon, justement. Bacon, parce que j'ai failli le prendre à l'époque qu'on avait fait l'émission sur Kevin Bacon. Ça. Donc en fait, historiquement, c'est le chien Balto qui a reçu toute la gloire car il a parcouru le dernier segment de cette fameuse course. Pourtant, Togo et Léonard Sepala ont parcouru le segment le plus long, 425 km contre 50 pour Balto, et les autres notamment. Et le plus dangereux par des températures descendant sous les moins 50 degrés. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Déjà, on se pèle le cul quand il fait moins 2 chez nous. Alors, moins 50 degrés, ça caille sa race. Hein. Et donc, le film a été conçu pour réhabiliter la mémoire de Togo. Donc, alors, j'ai relativement résumé un peu le film en résumant le fait historique, mais je vais quand même m'attarder un petit peu plus sur ce résumé. Donc, en fait, le film suit 2 chronologies qui s'entremêlent avec brio, je trouve. Donc on a le présent, où on suit la traversée héroïque de Sepala et son attelage mené par Togo. Ils doivent traverser des bras de mer gelés qui craquent sous leurs pattes et affronter un blizzard blanc où l'on ne voit plus rien. Togo, âgé de 12 ans, c'est vieux pour un chien de traîneau, 12 ans. Hein. Pour les grands chiens, déjà, 12 ans, c'est une très bonne vie. Voilà. C'est pas mal, ouais. Et donc ce chien puise dans ses dernières forces pour guider son maître et son attelage. Et de l'autre côté, on a l'autre chronologie qui s'apparente à des flashbacks où on découvre la jeunesse de Togo. Petit, chétif et turbulent, Sepala ne voulait absolument pas de lui et a même essayé de le donner par 2 fois. On voit comment ce petit chien qui ne servait à rien a fini par prouver qu'il avait le cœur d'un leader. Donc, pour ce qui est du tournage, alors Erickson Core ne voulait absolument pas de fond vert. Résultat, les acteurs, Willem Dafoe en tête, et les chiens ont vraiment dû affronter des températures, alors pas de moins 50 degrés, mais de moins 16 degrés. Ce qui est déjà pas mal, hein. Pas mal. Moins 16, ça doit bien piquer. Hein. Sachant que quand vous voyez du coup de la glace sur la barbe de Defoe, c'est pas des effets spéciaux ou du sucre glace, hein. C'est du vrai givre canadien. Le film a été tourné dans les Rocheuses, dans l'Alberta au Canada, dans des coins perdus et difficiles d'accès pour être tranquille. Forcément, les prises de vue dépendaient totalement de la météo, mais aussi de l'humeur des chiens. Bref, un tournage super facile. Hein. D'autant plus que Defoe est quasiment tout le temps sur le traîneau. Hein.
on le connaît, hein, on a tous cette anecdote du fameux Spider-Man de Sam Raimi, où en fait c'est lui qui est sur son espèce d'aéroglisseur là, tout le temps. Donc en fait il a pas peur d'aller à la cascade, Pépère. Côté effet visuel... Oui. Je me permets de te couper, mais je viens de regarder en plus sa page Wikipédia. 70 ans cette année. Oui. Donc ça veut dire que 64 ans. Pour Exactement. le tournage de Togo. Donc... Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est connu pour avoir un visage très marqué, mais qui fait pas ses 70 piges du coup. Non, ça va encore. Ça va encore. C'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Côté effet visuel, 95% des scènes avec les chiens sont réelles. On a utilisé les effets numériques que quand c'était trop dangereux pour eux. Pour l'anecdote, le Togo chiot a été joué par une ribambelle de petits chiots. Donc j'ai pas les noms, hein, et puis ils sont pas crédités malheureusement. Bon, en tout cas, je me suis pas amusé à aller dans les crédits pour faire pause et puis pour noter tous les noms des chiens. Et pour Togo adulte, c'est un chien qui est nommé Diesel, qui tient le rôle principal, lui est épaulé par 2 autres chiens qui l'aident pour les scènes de traîneau, donc les scènes un peu plus physiques. Alors mon avis sur le film. Pour moi, Togo, c'est bien plus qu'un film, c'est une histoire de loyauté, de dépassement de soi et de reconnaissance. Voilà. Et il nous dit ça avec un grand sourire et je peux vous dire qu'il est content. Je suis content de ma phrase. Je l'ai écrit à la plume et tout, calligraphié et tout. Donc visuellement, moi, je trouve que c'est une petite claque, sauf à certains moments où ça se voit un petit peu que c'est pas forcément... Oui, alors si vous avez entendu du bruit, c'est Kiki qui vient de faire ses griffes. Ok. Les décors sont incroyables, les intérieurs sont hyper soignés, je trouve, et les effets visuels font plutôt le job. Pendant tout le film, on passe par toutes les phases, hein, le stress, l'émerveillement et surtout une émotion puissance 1000. D'ailleurs, un conseil, préparez les mouchoirs, coucou Quentin, la relation entre Défaut et son chien est juste désarmante. Et alors, que dire de ces 30 dernières minutes, hein, un climax comme ça, j'en redemande tous les jours. Hein. Pour ma part, j'ai fini en larmes. Voilà, Team Quentin. Bref, Togo, c'est un vrai grand film d'aventure à l'ancienne. Et franchement, il aurait mérité de sortir au cinéma. Parce qu'en vrai, visuellement, ça aurait eu un peu de gueule au cinoche, je trouve. Avant de passer le relais ou le bâton de parole, comme on le dit si souvent, j'ai quelques petites anecdotes autour du film. Alors il faut savoir que côté business, hein, c'est assez ironique. Le film a été supprimé de Disney+ en 2024. Alors il aurait pu tomber et devenir un lost media, puisque une sombre d'histoire de dépréciation comptable. En gros, Disney l'a jugé pas assez rentable et l'a viré. Sauf que récemment, il a été racheté par Netflix et du coup, certaines régions du monde ont le droit à Togo sur Netflix, toujours avec ses logos Disney bien sûr. Voilà. C'est curieux, c'est marrant. Oui, bref. Petite anecdote sur historique sur le fait en lui-même. Il faut savoir que la livraison du 2 février, celle qui est racontée dans le film, n'avait pas du tout suffi pour soigner cette épidémie. Il a fallu envoyer un 2e chargement de sérum dès le 8 février. Cette fois, ce sont 21 mushers qui se sont relayés dans le froid polaire. Léonard Seppala et Togo, bien sûr, ils ont passé la main à d'autres mushers, parce que ils ont quand même fait 425 km alors que les autres 50. Voilà. À mon avis, ils lui ont même pas proposé. Hein, sinon, il aurait très fortement soufflé du nez, je pense. Donc, le 15 février, l'antidote arrive enfin à destination et quelques jours plus tard, la quarantaine est levée, la ville de Nome était sauvée. Donc, en fait, historiquement, c'est pas ce qui est raconté dans le film qui va sauver le village. Ça va être une deuxième une deuxième chaîne humaine et canine. Parce que au total, cette épopée a mobilisé une trentaine de mushers. Hein. Certains ont même participé aux 2 livraisons et environ 150 chiens. Malheureusement, il y en a eu 6 qui n'ont pas survécu, des chiens. Et donc, si vous voulez creuser ce sujet passionnant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Un train de retard.
J'y ai préparé une petite vidéo complète sur cette histoire. Le lien est juste là, en description. Bon, peut-être, pour être tout à fait honnête, hein, elle est écrite, elle n'est pas encore tournée, mais j'espère, en le disant, de me donner un petit coup de pied au cul pour la tourner rapidement. Bah t'as quoi, t'as 2 mois, un truc comme ça? Ouais, j'ai 2 mois, donc ça devrait le faire. De l'épisode, je crois. Exactement, donc voilà. Je lance ma chaîne YouTube solo et du coup le lien est dans la description. Ça va pas parler de cinéma, mais ça va. Si vous êtes curieux, bah vous pouvez y aller et puis ça peut le faire ou pas le faire, c'est pas grave. Voilà. Bah je vous passe le bâton de parole, messieurs. Bah qu'est-ce que vous avez pensé de Togo, Bertrand? Oh bah Allez. Togo c'est bien hein. C'est pas, non, je me vois pas développer parce que ça, il y a c'est très Disney. Hein, on va pas se leurrer, c'est. Oui, bah tant mieux, parce que comme ça, la fin, c'est même si ça raconte pas que des trucs drôles, c'est fait très sobrement. Et moi, ça m'arrange, parce que moi, je craignais la fin, hein, parce que moi, votre thème sur les, enfin, ton thème sur les animaux. Oui, mais c'est vous ça qui prenez plaît un des films peu, où les hein. animaux meurent, hein. Vous étiez pas obligé. Ah, mais moi, j'ai pris un film tout à fait raisonnable de ce point de vue, hein. Moi, c'est Oui. les petits jeunes, là, qu'on fait n'importe quoi. Bon, là, en c'est vrai l'occurrence, que les merci oiseaux s'en sortent Disney. bien finalement, Hein, dans leur majorité. Bon, l'ours, je connaissais, mais bon, voilà. Non, mais oui, c'est tant mieux. Le côté Disney, c'est tant mieux. Mais il y a Pour pas, le coup. c'est moins gnangnan que ce qu'on aurait pu craindre en fait. Ah, carrément. Et ce n'est pas entièrement d'ailleurs le fait de la présence de Willem Dafoe. Le scénario est bien construit. On insiste beaucoup sur le danger que représente la traversée de la baie 2 fois de suite. Bon, voilà, c'est aussi très Disney ça, les péripéties. Bon, admettons que ça se soit passé comme ça, pourquoi pas. Hein. Je sais pas, on n'y était pas. Hein. Alors, de ce que j'ai lu, si, hein, il est vraiment passé sur le lac les 2 fois. Oui. Et justement parce qu'il a fait, bah je vais gagner du temps à ce moment-là. Mais- Et c'est dangereux. Il Bah va oui. quand même gagner du temps. Non, bah après les interactions avec les chiens c'est cool. Les chiens sont très très expressifs. Moi ça me fait beaucoup rire. Bah, Ça, c'est, voilà. c'est tout le principe du husky, hein, Voilà. ou enfin du chien de traîneau. Et puis chacun il va de sa méthode pour communiquer avec les chiens. Autant le personnage de Léonard que celui de sa femme, qui se font pas obéir de la même façon ni par les mêmes chiens d'ailleurs. C'est rigolo, voilà. Et puis, non, il y a ce petit côté intimiste qui se retrouve à chaque fois qu'ils sont tous les deux dans leur maison, où il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, le quotidien est plutôt joliment montré, je trouve. Et puis, les entraînements, même estivaux, avec traîneau à roulettes, voilà. Ouais, c'est rigolo ça. Puis le chien qui en finit pas de revenir, malgré tout. C'est beau, c'est chouette. Bah oui, c'est beau, oui. La famille d'accueil qui a l'air toute gentille, et au final, non, ça marche pas du tout. Voilà, c'était plutôt un bon moment. J'appréhendais, vraiment, des 4 films de la sélection, c'est celui que j'appréhendais le plus, en termes d'ennui, tout simplement. Et en fait, pas du tout, ça passe tout seul. Ah oui, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Ouais. David, tu Pas veux trop ce genre d'abord d'image. Ah oui. Alors bon, on a dit donc pour la fin, moi j'étais content que ce soit estampillé Disney, ça m'a évité de passer un seul moment, parce que je me doutais bien que ça finirait pas complètement bien, et c'est une grande sobriété de ce point de vue. Le film, je le trouve intelligemment construit, parce qu'au lieu de se bouffer l'épopée de Dafoe et de ses chiens, qui dure 3 quarts d'heure, 1 heure, et qui soit hyper anxiogène, parce que le parcours, on se le prend bien, hein. Le passage sur le lac, certes, c'est assez chouette visuellement, mais c'est tendu, hein. Dépêchez-vous, parce que c'est en train de péter partout, là, dépêchez-vous. D'ailleurs, le retour se passera un petit peu moins bien. Mais le principe des flashbacks est intéressant, parce que, d'abord, ça donne une dynamique au récit, Oui. plutôt que d'être perpétuellement une avancée dans Ouais, le c'est pas blizzard, linéaire. dans le froid. Donc, Voilà. C'est cool. Et donc ça, je trouve que c'est intelligemment mené. Et puis vraiment, c'est des petites bouffées d'air frais, hein, les retours en arrière. Hein. Et c'est très intelligent de le faire sur des temps estivaux, comme tu disais, parce que du coup, Oui, visuellement, t'as des ça vraies change. ruptures. Voilà. Et donc, du coup, on comprend tout de suite dans quelle temporalité on est. Oui, non, puis c'est plutôt intelligent. Non, c'est vraiment très bien fait de ce point de vue. Donc défaut, on l'a dit. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai énormément aimé. Ça rejoint ce que tu disais par rapport au travail de chef-op du réal. Les extérieurs sont globalement chouettes. Alors, il y a des trucs qui fonctionnent peut-être un peu moins bien, même si c'est jamais moche, mais voilà. Par contre, les intérieurs, nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux.
les éclairages avec les petites lampes, les petits machins, voilà, tous les intérieurs, moi j'ai trouvé ça extrêmement beau. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pas de l'éclairage, ça joue pas l'artificialité habituelle. Ça va peut-être être un peu sombre, on va en rajouter. Non, il y a juste ce qu'il faut, ce qui fait que c'est vraiment parfois dans des clairs-obscurs, des machins. Alors, si on voulait s'amuser à parler de références en peinture, on penserait au Caravage, comment il s'appelle, de la Tour, des trucs comme ça. Les intérieurs, moi je les trouve vraiment extrêmement beaux, formidablement photographiés. Enfin, de mon point de vue. Donc ça c'est vraiment un petit plus, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Globalement, j'ai rien à dire de négatif parce que le film, c'est pas un grand film, mais c'est un film plaisant. Vraiment, j'ai passé un moment très sympa. C'est rythmé juste ce qu'il faut. Les scènes d'action sont assez efficaces. Dafoe en chie, ses chiens en chie, on en chie avec eux. Ça, parce que vraiment, il y a des passages où ils morflent. Et de ce point de vue-là, c'est pareil. Alors, c'est pas forcément trop appuyé. C'est bien dosé. Je trouve que ça fonctionne. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des vrais chiens. Oui. On a eu un débat il y a quelque temps sur les animaux représentés en images numériques. Voilà. Allez écouter l'émission sur Frankenstein. Voilà. Attends, tu es en train de comparer avec les séquences de Frankenstein où il y a des loups qui attaquent des moutons? Non, arrête. Mais je ne mets pas de pièces dans le buzzer. N'en mets pas. Bon. Non, mais moi, je trouve ça agréable d'avoir des vrais animaux. Oui. Voilà. Et là, du coup, on a une sélection qui est cool de ce point de vue-là parce qu'on a eu l'ours présenté par Quentin. Là, Togo que tu présentes, Mika. C'est chouette d'avoir des vrais animaux parce que tout de suite ça fait la différence. Qui a parlé de l'expressivité des chiens? C'est moi. Toi, Mika. Puis même les ours, même le chat, voilà. Voilà, et ça c'est quand même une plus-value. Voilà, moi je trouve que c'est encore le petit plus supplémentaire pour animer ce film de manière plutôt positive. Donc ouais, Togo c'est pas un immense film, mais il fait son job, il te raconte un truc, il réhabilite un petit peu effectivement cette histoire qu'on nous a racontée de façon un petit peu faussée peut-être à travers d'autres films. Alors Balto était un escroc, donc. C'est quelle déception. Voilà. Balto un escroc, enfin il a fait quand même 50 km Ouais, à moins 50 j'aurais pas degrés. aimé les faire même debout sur le traîneau derrière. Hein. Ouais, donc c'est juste qu'il en a fait moins et que bon, en vrai, Togo, il en a un peu plus chié. Voilà, Juste c'est que- ça. Mais c'est donc juste ça, voilà, quoi. on rétablit un petit peu une vérité historique là-dedans, ce qui n'est pas évidemment non plus négligeable. Donc projet chouette et je suis content d'avoir découvert. Et une jolie proposition de cinéma. Et alors je me dis que ce film-là sur grand écran pourrait avoir une certaine tenue. Effectivement. Voilà. Bah, tous ces espèces de noir et blanc dans les séquences de forêt parce que c'est presque du noir et blanc. Ah bah, en c'est fin de quasi. compte. Oui, Voilà. presque, oui. Effectivement. Ça, il y a moyen que ça ait de la gueule. Ah ouais, non, mais je pense, hein, vraiment, c'est dommage. C'est dommage que ce soit un film de plateforme. Voilà. Quentin. Oui. Alors, pas mal de choses à dire sur le film. Moi personnellement, j'étais comme toi Bertrand, j'étais assez perplexe quant au choix du film. Je me suis dit, alors je veux pas faire le vieux con, mais les films de plateforme. En plus là, je vais voir le réal, je vois qu'il a fait le remake de Point Break et le truc Invincible avec Marky Mark là. J'étais là, bon. Super. Oui, c'était pas gagné, c'est sûr. Ouais, j'étais pas très. Puis Rien le fait qu'il l'appelle Marky Mark, même pas Mark Wahlberg, c'est déjà dire le niveau. Moi j'aime bien Mark Wahlberg, mais j'aime bien dire Marky Mark. Ouais, c'est devenu une marque de fabrique de dire Marky Mark finalement. Une marque de fabrique. Non, c'est que on fait la passe à Crost, l'émission de Exactement. Karim Debache qui m'a fait découvrir le fait que Mark Wahlberg avait une carrière de rappeur avant d'être acteur et son quelle nom de carrière. rappeur c'était Marky Mark. Voilà. Bref, donc le film en lui-même, j'étais assez perplexe et j'avais pas été voir en détail ce que c'était, à part que ça parlait de l'histoire, que ça traitait le même sujet que Balto.
Balto, qui est un film que j'aime beaucoup, un film de mon enfance, film d'animation que j'aime énormément. Et donc j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, ça va retracer le truc en live, ça va être un peu nul et tout. Et donc le film commence et je me dis, d'accord. Donc effectivement, ça a l'air d'être une version alternative de l'histoire ou je sais pas trop quoi et tout. Donc je comprends après plus tard que c'est pas exactement ça. Et en fait, le film va de surprise en surprise. J'avais checké un peu la gueule du film et j'avais vu effectivement qu'il avait une patte graphique un peu particulière parce que je trouve qu'il y a des moments où c'est pas que ça fait faux, mais il y a un truc un peu irréel. En l'occurrence, les intérieurs, il y a un truc comme s'il y avait une espèce de filtre un peu sur l'image, je trouve, mais qui est pas moche, hein, du tout. Je pensais que je l'ai pas aimé, je pensais que ça allait être un truc un peu gadget pour un peu cache-misère, et en fait non, c'est juste que le film a une photo assez marquée, assez prononcée et assez unique, qui fonctionne très bien. En fait, le film est plutôt joli, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et ça lui donne une patte un peu particulière qui est assez cool. Le casting, je me retrouve à être assez surpris. Et puis surtout, je suis surpris par le scénario en fait, parce que c'est pas juste l'histoire de ce sauvetage de la ville de Nome. Déjà, j'ai été surpris de voir autant de flashbacks. J'ai été surpris de voir, même dans le temps présent, autant de séquences où on suit la femme de... c'est pas là, du coup, j'ai plus le prénom. Léonard, c'est pas là, où on suit du coup directement sa femme pendant qu'il est parti. Donc le film s'intéresse pas juste à Togo ou juste à son musher. On a vraiment d'autres choses qui rentrent en jeu, et du coup ça va au-delà de la simple course. Le film va plus loin que ça. Il va aussi dans la direction du coup de la relation entre Togo, enfin du coup entre un chien, en l'occurrence Togo, et son maître, là en l'occurrence son musher, mais même sa famille de manière générale. Il y a un truc, effectivement, il y a cette vibe très Disney, un peu sur l'indépendance de l'animal et tout. Où, il s'en sort toujours, il arrive toujours à sortir de son machin, il l'enferme d'abord dans une cage et il arrive à sortir, puis après il l'enferme dans une grange et il arrive à passer par les machins et tout. Il y a plein de petittes touches d'humour, en plus c'est un peu mignon, c'est un peu rigolo. Là, il y a quand il décide enfin de le mettre sur le traîneau, il le met à côté de la chienne qui est super vénère, elle bouffe tout le monde, et en fait non, ça passe tout de suite très bien. Oui, voilà. Puis c'est le plus petit, et en fait il se retrouve à être très fort. Alors il y a certainement des choses pour m'être renseigné un peu dessus. Il y a quand même toute une part de cette histoire-là qui est vraie. Évidemment plein d'éléments romancés, mais le côté où c'était un petit chien qui se révèle être un chien leader de meute et tout, ça il me semble que c'est tout à fait vrai, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas un grand chien, Togo, et puis c'est que l'histoire est folle, quoi. L'histoire est dingue, l'histoire est extrêmement touchante. Tout ce truc de relais avec effectivement le message à la fin du film, oui, avec écrit que genre c'est une vingtaine qui se sont relayés, qu'ils ont fait tous en moyenne à peu près 50 km parce que c'était inhumain déjà de faire 50 km, et que eux ils ont fait 430 bornes, je crois. 425. Et l'histoire est folle. Et puis il y a la dernière demi-heure. En fait, c'est que en fait je regardais le film et j'étais un peu pas déconcentré, mais j'étais pas à fond dedans dans la première demi-heure. Je me suis dit ouais, c'est une version live action de ça, et voilà, ça me passionnait pas. Et de plus en plus le film arrivait à me faire rester, à me laisser concentrer. Et puis surtout je vois la fin arriver. Je me dis mais le film il dure genre 1h55, un truc comme ça, il est un peu long, enfin pas long mais voilà quoi. Et on est bientôt à la fin de la course elle arrive bientôt à la fin, et on est qu'à 1h20 de film, il va se passer quoi après? C'est tout ce truc qu'il y a dans le scénario, parce que du coup ce que j'aime le plus dans le film c'est son scénario, c'est toute cette partie de le coup qu'a été cette course pour c'est pas là pour le gars en lui-même, parce qu'il a vraiment existé, donc voilà, et pour son chien, pour le fait qu'il savait qu'il a fait ça pour sauver des gens, mais qu'il y a de fortes chances que, en tout cas sur le moment, on a l'impression que son chien va peut-être en mourir. Et avec toute l'émotion qui est grimpée avec, je trouve que ça fonctionne mais du feu de Dieu, comme tu dirais Mickaël. Yes. Vraiment, c'est très puissant. Et du coup, le fait de s'intéresser les 30 dernières minutes du film à toute cette reconstruction, cette relation ça solidifie aussi la relation qu'il a avec sa femme. En fait, je trouve que le film est vraiment une bonne surprise dans le sens premier du terme.
dans le sens vraiment où je m'attendais vraiment pas à ce qu'il aille dans cette direction-là, et là où il a été, je le trouve vraiment surprenamment bon et touchant. Alors oui, c'est très très pathos, c'est Disney et tout, mais quand tu me racontes ça, bah ouais, et les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes là, sur la relation qu'ils ont entre eux, mais alors pour les gens qui ne savent pas, mais j'ai grandi dans un élevage de chiens, donc les chiens ça me parle, j'ai connu des chiens toute ma vie, et la séquence à la toute fin après la mort de Togo où il continue à faire des entraînements, enfin à entraîner des chiens de traîneau, et où du coup il y a la voix off de Willem Dafoe qui dit les chiens nous restent toujours en tête, même après leur mort, et si un jour vous avez rencontré un chien exceptionnel, vous le verrez toujours. Enfin, j'ai plus la phrase exacte, je suis navré, mais bon, alors, j'étais déjà en larmes. mais alors là, à ce niveau-là, c'était catastrophique. C'est pas possible. Non, ça a trop touché une corde sensible pour pas que ça me touche à ce point-là. C'est pas, mais sinon je suis d'accord avec vous. C'est pas un grand film, c'est pas un film exceptionnel, c'est un bon film. Mais déjà c'est super bien. Je suis très d'accord avec toi, David. Il réhabilite une histoire qui a été déformée, quoi, parce que du coup bon, ça vous pouvez trouver l'info et tout, et puis même dans le film ils le disent un peu. D'accord. Fake news déjà à l'époque. Oui, voilà, c'est que à l'époque, l'histoire avait fait le tour des États-Unis parce que il y avait la course qui était en cours, Ouais. et donc les gens voulaient suivre les infos et tout. Et donc on a ce moment où le traîneau de Balto arrive à Nome à la fin, et un journaliste vient interviewer le musher pour lui poser des questions et tout, et il lui demande qui est le chien de tête. Et le chien de tête, il lui dit ah bah c'est un chien qui s'appelle Fox. Et ça c'est une histoire vraie. Ils ont dit bah non, on va pas prendre, enfin le journaliste il a dit on va pas prendre lui ça parce que les gens vont penser que c'est un renard qui était à la tête du Parce que c'est bien connu, hein, les Américains sont tous cons. Ouais, bah apparemment c'était déjà le cas à l'époque. Il y a double jugement d'ailleurs là, dans cette phrase. Pas sûr. Et du coup, il a fait comment s'appelle le chien de juste derrière ou juste à côté, alors que c'était pas lui le leader. Donc Balto n'était même pas le leader du traîneau, c'était juste un chien dans le traîneau. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, il était à côté du leader, et c'est pour ça que c'est le nom de Balto qui est resté. Donc, alors c'est pas un chien qui a rien fait. Balto qui appartenait à Léonard Seppala. En plus, c'était un chien à Léonard Seppala, donc c'est fou quoi. Et du coup, il est resté un peu dans l'oubli ce gars-là. Alors que, enfin, c'est fou quoi. Comme et donc c'est cool que cette histoire ait été remise en lumière, et le faire à la lumière d'un film qui met autant les chiens en lumière encore. Je trouve ça vraiment trop bien quoi. C'est la phrase finale pour dire que le Time Magazine a élu en 2011 Togo comme le chien le plus héroïque de l'histoire. Pareil. Bon, L'animal le plus héroïque. L'animal, ouais. L'animal le plus héroïque. Bah oui. Ouais, bah oui. Pourquoi tu l'as pas fait avant, connard? Les larmes, c'est. Non, c'est. Puis il a passé ses 2 dernières années à baiser à tout baiser à tour de bras. Et oui. Allez, Cette fin non. d'émission, il faut le coup. Mais Quentin ne fait pas l'acteur en vous disant tout ça, parce que moi j'ai reçu un vocal juste après qu'il ait vu le film. Je sentais encore les larmes dans sa voix. J'étais encore Il en train était là. de chialer. Je te raconte un truc. Mais en fait, c'est que j'ai vu le film un peu en avance parce que je pensais pas être autant touché, et je me suis dit bon, je vais le voir, et puis voilà, de toute façon, j'aurais pas grand-chose à dire dessus, je vais dire que Balto c'était mieux et tout. Alors, Balto c'est pas mieux, c'est différent. Et puis oui. Le Balto il continue à faire valoir une fake news comme tu dis, Bertrand. Mais après je trouve pas que ce soit très grave, c'est pas le but du film de raconter une histoire vraie. Balto, c'est 2 films différents. Je saurais pas dire lequel des 2 je préfère, mais Togo, et il y a un truc de genre ça parle des chiens. Ça parle des chiens, du maître et de leur chien, du lien qu'il y a entre eux deux, par un passionné, par un amoureux. Ça parle à quelque chose qui est en moi, qui est voilà. Donc j'ai trouvé ça trop bien. Donc si vous aimez les chiens, voyez Togo, c'est trop bien. Exactement. C'est très très bien, et c'est beau. Parce que je dis que ça fait pleurer. Hein. C'est pas que il meurt et point barre. Hein. C'est beau de joie. C'est beau d'amour. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors on pleure parce qu'on a eu peur, et ensuite on pleure parce que l'histoire est belle. Oui.
Parce que ces petits bâtards, ils nous font croire qu'il va y passer le chien. Ouais. Qu'il On a va tout présenter donné, comme c'est, oui, qu'il tu a dis, tout donné, il va mourir et dans que la nuit où il est rentré, son quoi. dernier acte, Mm. ça a été d'amener sa troupe de chiens qui est derrière avec son musher et qui les a tenus en vie. Oui. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas été dans le détail, mais oui, le chien Togo a fait des actes héroïques en tout cas pendant le film. Après, est-ce que c'est la vraie vie et tout ça, on sait pas. Mais en tout cas, dans le film, le chien en lui-même a sauvé 2 fois ou 3 fois, je sais plus, l'attelage. Et du coup, il y a cette fin où ils arrivent à Nome, ils rendent les sérums, le village est sauvé, enfin après il y en a un autre et tout, mais dans le film ça c'est un peu exclu, certes, mais tu sens qu'il n'y a pas de joie, parce que il pense qu'il va perdre son chien. Du coup, d'un coup, le film là il vire, et en fait on se rend compte qu'on vient de voir toute une course pour ramener le sérum, et que d'un coup le film tourne et tu t'intéresses plus au sérum. Tu dis oui c'est bon, on a fait, mais maintenant en fait ça a coûté la vie au chien, où il va peut-être mourir et tout, et du coup là à ce moment-là je me suis dit ah ok, là le film veut aller ailleurs. Je trouvais ça intéressant de la part d'un film Disney de pas juste faire ouais voilà fin du film, c'est heureux, on a sauvé le monde et puis voilà quoi. La petite fille que tu vois en flou, et tu la vois en moins flou à la fin du film. Ouais, non, c'est déchirant tellement de fois. Ouais. Non, je trouve ça cool, et de la part de Disney, je suis étonnamment surpris, j'avoue, parce que je suis un vieux cette con. scène, justement, je parle de la gamine, mais la scène où elle dit et Togo, il va mourir, et que là, t'as Willem Dafoe qui en peut plus. Et en fait, il en a plus rien à foutre que ce soit une gosse ou quoi. Ouais. Il se casse de chez lui, et sa femme le suit. Ils ont un échange ultra touchant, en tout cas. Ouais. Oh là là. Ouais, non, complètement. Ouais, ça emmène bien. Et il y a pas de hors sujet du tout. Non. Il y a pas de gras, ça va droit au but. Et au final, oui, effectivement, tout ce voyage n'est que prétexte pour parler du lien entre le musher et son chien. Ouais. Puisque en plus, on nous apprend lors des flashbacks que de base, Léonard Seppala, il s'attache pas trop à ses chiens parce que c'est quelque chose, c'est son métier. Ouais. Il sait que les chiens l'aident à avoir son objectif d'être musher, de vendre ses chiens, voilà. Oui. Et en fait, c'est Togo va avoir cette capacité à déjà être à le faire mentir sur le fait que ce n'est pas un chien qui vaut quelque chose, et il va faire tomber les barrières mentales de Willem Dafoe et l'amener à juste le lien entre lui et son chien. C'est une putain d'amitié, et le fait rien que au début qui veut bien faire la traversée, mais pas sans Togo. La femme voit le truc du style ouais, mais Togo il est vieux, jamais tu l'amènes à la mort. Mais en fait, c'est que le truc le plus profond, c'est que Willem Dafoe, il a putain de peur sans son chien. Oui. C'est quelque chose qui lui fait énormément peur. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il l'amène. Mais il se sent ultra coupable, c'est pour ça qu'il est tiraillé. Il se sent méga coupable d'avoir peur et d'être faible comme ça, et de mettre son chien en danger. Et en plus de ça, il ressent de la culpabilité parce du coup, il pense à ne pas le faire. Oui. Mais il se dit, mais comment tu peux refuser un truc pareil? Genre, si je refuse de le faire, la ville les enfants vont mourir, puis peut-être d'autres personnes. C'est soit je le fais et je peux sauver des gens, soit je le fais pas, et du coup, c'est hyper égoïste, mais je risque de tuer mon chien. Mais qu'est-ce qu'un chien face à des gens? C'est un peu le truc qui est au début du film et qui après va s'étayer, va devenir intéressant. Ouais, je suis très très d'accord avec tout ce que tu avances. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que en fait, Seppala est parti parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de solution. Oui. C'est-à-dire toute cette chaîne humaine qu'on vous a expliqué juste avant, c'est que ça s'est décidé 24 heures après son départ. Ouais. Donc il a fallu rattraper Seppala pour que Seppala fasse la route inverse. Et on a cette scène là où avec l'autre musher qui ils se connaissent bien, voilà, parce que tous les mushers se connaissent, où on a l'impression qu'ils vont se rater, mais au final
bah, tu le disais Bertrand, c'est un film Disney, donc forcément qu'ils vont pas se rater, mais ils se ratent pas. Mais c'est bien réalisé, parce qu'on y croit jusqu'au bout. On se dit, putain, merde. Et on se dit que le truc, l'histoire, ça va être... parce que bah, moi j'ai vu le film sans connaître trop l'histoire. Je me suis dit, bah, il va arriver là-bas et ils vont juste lui dire, bah non, il y a plus rien à récupérer, quoi. Ouais. Et là j'étais là, oh. Et là quand on le voit revenir, on fait... Oui, et en plus, et puis en plus il revient, il fait Balto, t'as vu? Togo. Togo, oui. Oui, c'est Togo qui sauve la situation comme plein de fois. Ouais. Voilà. Mais même, tu vois ce que tu disais juste un peu avant, je pense que c'est aussi la vibe un peu Disney, le côté où c'était un musher qui du coup voyait ses chiens que comme des outils. Et qui n'avait aucun amour pour eux, aucun attachement, et Togo a cassé cette barrière. C'est certainement partiellement vrai, dans le sens où je pense que il y a dû avoir un lien particulier avec ce chien plus qu'avec n'importe quel autre, clairement, et c'est ce qui est retranscrit, et enfin, je pense que ça c'est tout à fait vrai, mais je pense que c'est aussi la partie un peu Disney d'exagérer peut-être un peu ce côté où il pense vraiment, il est très 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 obtus sur le truc, genre non, les chiens c'est ça, genre jamais, et tout, mais ça c'est un truc que j'aime bien. On sait pas à quel point il était vraiment comme ça, Léonard Seppala. Mais bah lui à la fin ça lui a quand même fait un sacré coup de pub, parce que tous les mushers se sont dit bah c'est pas là, il a fait 425 km. Quoi, il y a un chien qui a fait un chien de tête qui a tenu autant de kilomètres, et donc du coup lui il a fait business après cette histoire des descendants de Togo. C'est pour ça qu'on disait que Togo a passé 2 ans oui, après il a fait des petits à faire des petits. Oui, parce que c'est un éleveur, donc il a fait. Parce qu'il élevait et apprenait à des chiens à être des chiens de traîneau, et après il les revendait, ou alors avant ou après, enfin voilà quoi. Mais il faisait des petits quoi. Enfin bref, voilà. Je suis très très content. Merci d'avoir choisi ce film. Au final, remercie le hasard. Le hasard, ouais. Ouais, parce que j'y croyais pas du tout. L'affiche me donnait pas envie, rien me donnait envie, et pourtant. Après, il est noté. Beau. Il est plutôt bien noté partout, il est plutôt bien noté, vois. Effectivement. Au final, après, effectivement, oui, Erikson Core avait pas fait grand chose avant de très mémorable, on va dire. Et il y a juste un truc aussi que je voulais dire sur Togo. David, on a vu Hamnet il y a pas très longtemps. Tu n'as pas été surpris d'en réentendre encore une fois du Max Richter? Oui. Ouais. Alors, cette fois-ci, ça a bien marché, mais je trouve que c'est devenu un peu un cliché. D'utiliser du coup le morceau qui termine la fin, oui. À la fin, voilà. Le film se termine sur le morceau On the Nature of Daylight de Max Richter, qu'on entend aussi dans Shutter Island, qu'on de entend mémoire. dans Shutter Island, dans plein de trucs. qu'on entend dans Arrival, qu'on entend dans Hamnet, et souvent c'est dans des grosses séquences très très fortes émotionnellement. Du coup c'est un peu devenu un cliché, donc j'avoue que quand la scène s'est lancée, je me suis dit, j'étais un peu perdu, j'étais là genre je suis un peu content parce que ça va être efficace, ça va être touchant, mais en même temps encore ça fait beaucoup là, ça non? fait beaucoup d'utilisation, et non, ça marche très bien même, vraiment. J'étais surpris, ça marche vraiment très bien. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce morceau, faudra que je réécoute ça. Je t'avoue que moi non plus. Tu le connais. Ah ouais, ça vous a pas... Ah ouais, moi ça m'a... Toi ça t'a sauté aux yeux aussi. Oui, bien sûr. Okay, je me suis entendu plein de fois. Vous bouffez de la péloche à longueur de journée, messieurs. Nous, on regarde les films du podcast, c'est tout. C'est bavot, mais bon. Ok. C'est sûr que ça limite. Mais bon, alors après, chronologiquement, Hamnet l'a amené après, effectivement. Après, tu vois, Hamnet est sorti récemment, et voilà. Bon, mais oui, voilà. Effectivement. J'ai revérifié mes notes et je me suis rendu compte que je vais pas regarder mes notes en fait. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ouais, donc, voilà, c'est donc la fin de cette session animalière. Peut-être un petit teasing sur le prochain thème qui sera exploré par nous autres, mon cher David. Alors oui, qui sera donc le dernier thème de cette 2e saison. Préparez-vous, parce que ça va être des films devant lesquels vous serez pas super bien. Peut-être des films où le malaise se présente à vous. Voilà. Tout un programme. La sélection se prépare. On va passer un très bon moment, j'ai l'impression. Je pense, oui. Ouais, ça va être fun. C'est histoire de dire, et en même temps, ça va être juste avant l'été, juste avant d'aller soit à la montagne, soit à la plage. Allez. Non, cet été, je pense qu'on ira plus dans la jungle. Ouais. Oui, d'accord. Ok.
Deuxième petit teasing. Oh. Ok, malin, Ouh là là malin, là malin. là, ouh là là. Que de teasing. Voilà. D'accord. Enfin bon, bref. Donc voilà. Merci Bertrand d'avoir lancé le, Eh ben, le très bien. truc. Et donc, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous renouvelle éventuellement le souhait de, si vous pouvez vous abonner, partager ou liker toutes nos publications. Il n'y en a pas encore tant que ça, vous pouvez y aller. Et puis, bonne soirée à vous et à bientôt alors. Eh ben, bonne soirée. Salut. Des bisous. Alors cet épisode est évidemment soutenu par les partenaires habituels de La Horde Sauvage. Alors citons tout d'abord les CGR Cinéma Châteauroux. Un grand merci à Stéphane Castro qui accueille une partie de l'équipe régulièrement pour présenter des films dans les salles du complexe. Un grand merci à Claude Turier pour les caricatures qui accompagnent les publications de La Horde Sauvage sous forme de miniatures, dans les visuels des épisodes, etc. Petite mention à notre ami Quentin qui n'a plus désormais beaucoup de cheveux par rapport à sa caricature initiale. Voilà, ça pourra amuser ceux qui le connaissent et puis voilà, ceux qui le croiseront en vrai et qui compareront avec son image. Et puis un petit coucou également aux camarades de format respecté sur Radio Balistique 103 FM. Je cite évidemment Antoine Royer, le copain historique de l'émission avec qui on fait des émissions depuis maintenant plus de 10 ans. Coucou Antoine, et puis un coucou également à Martin Vagnoni qui vient de Bourges très très régulièrement participer lui aussi aux enregistrements des émissions format respecté, lui aussi grand cinéphile. Voilà, donc un petit coucou à tous ses partenaires et merci à tous.